Ils achètent du lien sans réfléchir, ils prennent leurs concurrents, ils achètent les mêmes liens sans réfléchir, même si le lien il coûte 3, 4, 5 fois plus cher. Vous êtes la petite de l'annonceur, quoi. C'était pas vulgaire du tout. Et t'as été parmi les premiers à générer des images adultes, donc grosso modo des gens à poil. C'était un scam, faut dire la vérité. Comment ça, mon ref ? J'allais y venir, oui, alors oui. Je suis en train de m'étouffer avec mon café. Et donc t'as fait combien d'années de prison pour ça, Clément ? J'ai fait Le podcast de la sauce. Toi, t'as un rêve cher qui dure depuis combien de temps ? depuis 2016. Du coup, l'argent, vous l'avez en fait. Vous pourriez en avoir beaucoup plus, je suis d'accord, on peut toujours en avoir plus, mais disons que ça t'empêche pas de vivre et d'avoir un joli setup, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais la réponse. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony, mais on a également un invité, Clément. Salut à tous, les gars. Hello. Salut. Clément, t'as un très beau setup, je tiens à te le dire. Merci. C'est- Il est pas c'est très vraiment souvent cool. utilisé, mais Bon, alors, on est vraiment ravis de recevoir Clément. Clément qui est un de nos potes, lyonnais en l'occurrence, qui est connu d'une partie de la communauté SEO comme étant SEO à la base, en fait, puisque ça fait quelques années que tu es dans l'écosystème SEO. Mais on va le voir, tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on a plein de Ouais. questions à te poser au sujet de ton parcours dans un premier temps. Et puis, en allant assez directement vers ton activité aujourd'hui, en tout cas l'une de tes activités, mais c'est ton agence d'automatisation. ouais, effectivement. Donc tout ça, on passera par le sujet de l'intelligence artificielle, notamment sur la partie création d'images, où tu as été l'un des précurseurs en France, je pense, sur cette partie-là, notamment Ouais. sur les images adultes. Eh bien, écoute, on est parti. Avant toute chose, le Wizards Podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue à tous. C'est un épisode par semaine et on parle de business web au sens large. Nous, on est tous les 4, du coup, éditeurs de sites depuis... donc, c'est-à-dire qu'on crée des sites, on les monétise sur différentes niches de marché depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, on fait des épisodes de podcast qui sont globalement assez centrés là-dessus et sur comment faire de l'argent en ligne en 2024. Alors, en ce qui concerne ton cursus, Clément, moi je suis assez chaud qu'on commence par faire le petit tour de tes premiers pas dans le web notamment. Je suis assez curieux de savoir comment tu as mis déjà les pieds dedans, la toute première fois où tu t'es intéressé un peu au Alors, web. ouais, bah alors moi je suis plus vieux que vous quand même. Je suis le plus vieux de la petite bande de Lyon, ça c'est sûr. Et du Pas de beaucoup. coup, ouais, mais ça remonte du coup, ça remonte les premiers pas, je dirais dans les années 2000 du coup, avec l'essor Ouais. du web. J'ai fait mon premier site en HTML, tu sais, avec les guirlandes et tout ça, les trucs qui pop, tout ça, quand j'avais 14 piges. Donc ça, c'est 2001. Et puis derrière, je suis vite tombé dans les facilités de ce que sont les business web. Donc quand je suis rentré dans les études, études supérieures, je sais pas, c'est DUT SRC, Services et réseaux de communication, là où on apprend à faire des sites web, du Flash, rest in peace le Flash, et tous les autres trucs du web. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers business sur Internet et j'ai commencé à vendre des boosters mobiles qui sont des Ok. petites puces. Alors, C'est c'est un même pas scam. des puces. Faut dire la vérité. T'as dit quoi, Anto ? C'était un scam, faut dire la vérité. J'allais y venir. Oui, alors oui. C'est des... Enfoiré. C'est des petites puces qu'on vient coller sur la batterie pour avoir plus de réseau sur son Ah, téléphone. stylé. Ça marchait Ah ouais. bien ? De l'enfer. C'est bien. Mais ça, c'était couplé avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un Ponzi, c'est-à-dire que j'offrais à tous ceux qui achetaient cette petite puce à 10 € la possibilité de gagner une Xbox ou une PlayStation 2, je crois, à l'époque. Et le but, c'était de se dire, OK, achetez un booster et vous rentrez dans la loterie de... vous pouvez gagner une PlayStation, quoi. Propre. Je suis en train de m'étouffer avec mon café. Et donc, t'as fait combien d'années de prison pour ça, Clément ? J'ai fait 2 semaines de business, on va dire, avant d'être rattrapé par PayPal, Ok. qui m'a bloqué à vie. Donc, si PayPal m'écoute, j'ai toujours un compte, donc me cherchez pas.
Mais C'est ouais, bah, voilà, c'est c'était ça, c'était les premiers gros pas dans le business internet, quelque chose de pas très légal, mais à l'époque, il y avait quand même énormément de zones grises, donc je sais même pas si c'était pas vraiment légal, c'était juste que c'était pas bien encadré, en tout cas par la loi. ouais. Et puis derrière, j'ai fait mes 2 ans de DUT-SRC et puis j'ai commencé à faire plein de petits sites, plein de petits projets comme on a tous fait, de l'édition de sites. Alors c'était pas du SEO à la base, c'était plutôt, il y avait du ads, il y avait du content locking, avec CPA Grip et compagnie. On est tous passés par là. Et puis voilà, jusqu'à ce que je me professionnalise dans le monde du SEO, on va dire. Tu sais que je Ok. savais même pas que tu avais fait du content log, toi. Moi non plus. Ouais. Ouais, c'est un de mes premiers trucs. Il y avait un film qui cartonnait bien, j'étais ranké premier pendant énormément longtemps et j'avais loqué avec CPA Grip. Il y avait rien derrière, bien évidemment, parce que c'était un peu le but à l'époque, il y a prescription, mais ouais, ça m'a fait quelques revenus et c'est comme ça que j'ai un peu appris le SEO, mine de rien. Ok. Ok, bah, ça a le mérite d'être honnête, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des trucs un peu sombres, et puis qui noient un peu le poisson pendant longtemps, donc c'est cool. Et du coup, est-ce que tu as assez vite été sur la partie Black Hat, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, enfin, t'es bon en SEO en général, mais du coup, tu maîtrises aussi pas mal certains aspects Black Hat du SEO. Est-ce que c'est des problématiques qui sont assez rapidement venues, comme en toi à l'époque, qui a tout de suite cherché à blaster, qui a tout de suite été pas mal dans le Black Hat SEO, tu vois? Est-ce que toi, c'était pareil ou pas Ouais, ouais, nécessairement? ouais, bah complètement, complètement. Le truc, c'est que quand tu veux comprendre comment ranker premier, tu essayes de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et à partir du moment où tu crois comprendre, tu essayes de détourner le système pour que ça aille plus vite parce que tu as envie de faire de l'argent plus rapidement. Donc ouais, j'étais pas dans une vision de construire quelque chose de long terme, j'étais vraiment dans une question de ranker demain et prendre l'argent Mmh. le plus rapidement possible, quoi. C'était quoi le Black Hat à l'époque? Genre les gros trucs quand tu as commencé? Il y avait du GSA principalement, et puis je crois que ça s'appelait FS Network, un truc comme ça. Ça créait énormément de comptes réseaux sociaux Web 2.0, des pages Facebook, etc. Et ça te faisait un espèce de cercle de liens Web 2 que tu pouvais mettre en tiers 1, tiers 2, tiers 3, donc qui se linkaient entre eux, etc. Et c'était assez puissant à l'époque. Il y avait un SaaS qui faisait ça, un SaaS russe. Mais globalement, ouais, c'était ça. C'était, je sais pas, ça devait être 2010, 2012, je pense. Ok, ça Putain, ouais, marche. à l'ancienne, hein. Ouais, à l'ancienne, ouais. Mais bon, au final, les méthodes ont... Enfin, si, Ont ça a pas évolué, changé, ouais. mais bon, ça a pas Ouais. non plus évolué des masses. C'est juste qu'aujourd'hui, par exemple, tu spams... Enfin, tu vois, aujourd'hui, je sais pas si on en parle maintenant ou pas, mais bon, toi, tu es un énorme spammer, tu spams des millions de pages et tu détruis des sites petit à petit Je comme les ça. détruis pas, monsieur. Non, monsieur le juge. Non, je les tu, détruis pas. tu profites de l'autorité de certains sites en faisant du spam. Ouais, Et c'est ce qu'on appelle les parasites, ouais. ouais. Mmh. Mais t'as parasite et parasite. Je pense que quand on parle de parasite, il y a pas mal de gens qui pensent aux parasites, genre le point qui rank sur des. Enfin, tu sais, acheter Mmh. un article. Toi, tu fais le parasite gratuit qui est d'aller spammer Medium avec des millions de pages, par exemple. Je donne Ouais, Medium par au exemple. hasard, mais il y en a plein. Là, dernièrement, il y a Google Docs qui fonctionne encore un peu sur certaines niches. Mais oui, le but, c'est d'avoir une ressource gratuite qu'on peut spammer à fond jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui s'accroche et qui puisse Hmm. se positionner pour gagner un peu d'argent. Je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent ça, comment ça marche. En fait, c'est parce que tu vas chercher des requêtes ultra longue traîne et qui font que tu peux te placer assez facilement, au moins dans un top 10, C'est ça. grâce à ça. Ouais, c'est ça. On en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à la niche dating adulte, mais il y a certaines requêtes, et ça me gêne plus trop de les dire, mais qui sont tapées tous les jours par des milliers de personnes. Et il y a un renouvellement de ces requêtes très, très rapide, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc on comprendra pourquoi. Mais du coup, il y a une source de trafic énorme à aller chercher. Après, c'est comment la convertir aussi, c'est aussi important. Alors, il y a du content locking encore ou des choses comme ça, mais ouais, le but, c'est vraiment de se dire, ok, on va pas aller targeter streaming gratuit ou un truc comme ça, un truc méga gros où il faut de la puissance, justement, le point ou des trucs comme ça, mais aller se dire, ok, je vais aller chercher peut-être les 10% des nouvelles requêtes qui sont tapées chaque jour, parce que j'ai la puissance de le faire et que c'est ultra rapide de le mettre en place aujourd'hui, quoi. Ouais, ok. Mais oui, bah, à la limite, ouais, on en parlera plus tard de cette partie spam dexing.
qui est quand même un gros morceau, je pense, qu'on pourra bien développer. Et globalement, tu as appris en autodidacte pour finir sur justement ton parcours initial et tout. Enfin, comment ça se fait qu'un mec comme toi, enfin comme toute personne qui débute à un moment, en fait, se retrouve à devenir technique sur ces problématiques-là? Est-ce que tu es quelqu'un de curieux? Enfin, Ouais, alors j'estime que j'ai toujours été entre guillemets «un petit peu technique», technique dans la limite de ce qu'on peut faire, rapidement on va dire, mais globalement enfin je vais parler d'un truc que peut-être, aucun de vous n'a vécu, mais j'avais une démo de Warcraft 2 sur mon PC, sur mon 486 et je suis allé taper dans le code hexadécimal justement pour pouvoir modifier les ressources que j'avais, dès le départ du jeu et cetera. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que justement tout se trouvait dans le code informatique et il y avait des systèmes que tu pouvais mettre en place justement pour pouvoir contourner justement les barrières en fait qu'on essaye de te mettre en place. Et de fil en aiguille, ça s'est détourné sur le SEO, tout ça, mais ça a toujours été pareil. J'ai toujours été curieux techniquement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé en études services et réseaux de communication. C'est parce que j'avais beaucoup de facilité déjà à cette époque-là et que je savais que j'allais réussir ces 2 années-là justement sans faire trop d'efforts parce que c'était des choses que j'avais déjà travaillé moi, en autodidacte. Donc ouais, autodidacte à fond et très curieux forcément, sans curiosité, on peut pas arriver à grand chose aujourd'hui. À l'époque, tu Ça apprenais où? Il y avait des gros forums, il y avait des trucs ou c'était ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. parce qu'il y avait Heu, pas YouTube. Je crois YouTube est arrivé assez tard, ça devait être ouais, 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 2006-2008, ouais, je ouais, crois. ouais, Tu avais pas ouais, YouTube, tu ouais. avais peut-être des forums? Il y avait Black at sûrement Work des déjà, forums, non? je sais pas, c'est ça que j'étais en train de me poser la question. Est-ce qu'il y avait déjà Black at World? Je sais pas. Heu, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une époque où tout allait parce qu'aujourd'hui, on part du principe que tu veux apprendre quelque chose, tu as forcément des ressources sur internet, tu apprends vite et cetera. Mais à l'époque, c'était aussi beaucoup de, je m'ennuie et je vais fouiller dans le code et je vais fouiller vraiment, jusqu'au bout de ce que je peux fouiller. Je fais des tests moi-même, même sans savoir si quelqu'un l'a déjà fait, si ça fonctionne et cetera. Donc Mmh. à l'époque, pour trouver un truc Black Hat, ça pouvait prendre 6 mois. Aujourd'hui, en une semaine, tu peux trouver des petites techniques et cetera. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu prenais du temps pour chercher, tu prenais du temps pour tester et tu prenais du temps pour voir les résultats. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait, beaucoup d'argent pendant un grand bout de temps, hein, parce qu'on n'avait pas toutes les ressources qu'on avait aujourd'hui, quoi. Et justement, tu dis à l'époque, il fallait chercher plus longtemps, mais aujourd'hui, c'est plus accessible parce qu'il y a plus de gens qui documentent tout ça. Du coup, c'est aussi, il y a peut-être plus de monde. Enfin, tu vois, le marché est différent là-dessus, quoi. Il y a plus de black hat, là où à l'époque, il y en avait peut-être un peu moins. Ça se trouve, Ouais. j'ai une bêtise, mais Non, non, mais je pense que tu as raison. Mais après, du coup, c'est l'expérience qui parle, je pense. Je pense ouais. que techniquement, et Anto pourra le dire, mais quand tu as 10 ans, 15 ans d'expérience dans le Black Hat, forcément, tu réfléchis, on va dire, plus vite que les nouveaux venus, dès que tu Mais vois une surtout, petite tu sais faille qui apparaît. monétiser. Ouais, en plus, ouais, On a dit, il fallait là. c'est ça. Ok. Donc après donc tout ce dont tu nous as parlé, tes premières expériences, etc., tu te retrouves à bosser dans une agence. Enfin, je Ouais, connais alors, la suite, mais ouais, j'étais je me suis fait embaucher chez Permigo, qui est une startup qui a coulé depuis, chez Permigo à Lyon. C'est comme ok, ça que je suis arrivé sur Lyon en 2016. Et là, j'ai mis à contribution tout ce que j'avais appris en termes de PBN à l'époque. ok. Donc créer des petits sites WordPress, faire des liens, et cetera. Et on est vite devenu 1er sur toutes les requêtes de code en ligne gratuit, et cetera. Donc on générait entre 150 et 200 000 clics par mois. Alors ça n'a pas suffi à vendre assez pour garder la boîte en vie, mais en tout cas, c'était vraiment l'époque où les PBN avaient le plus d'impact, on va dire. Si tu le faisais bien, nous on Mhm. avait des personnes qui travaillaient sur les textes en interne, qui mettaient les liens, et cetera. Donc je faisais juste un petit peu la stratégie. Et ouais, c'est parti assez vite. Et je suis resté pas longtemps, je suis resté 1 an chez Permigo, je suis parti chez Réputation VIP, qui est, qui est devenu SEMJ. Et chez Réputation VIP, j'ai rencontré David Ninja Linker, qui m'a quand même beaucoup appris. Nicolas Nguyen, pareil. Alors, ils sont pas forcément ultra black hat, mais ils ont la même notion de comment on essaie de comprendre les algorithmes pour pouvoir en tirer profit. Mhm. Et c'est là où j'ai le plus progressé d'un point de vue SEO, on va dire. Mhm. Et vous faisiez quoi chez Réputation VIP, en l'occurrence? On faisait de la SERP domination pour l'e-réputation.
Donc en gros, le but, c'était de se dire, Ok. OK, on a une entreprise qui a un problème, qui a mauvaise presse, on va essayer de remplir la SERP justement Hmm. pour pouvoir améliorer la réputation, quoi. Ok, donc pour que les gens comprennent bien, là demain, il y a Franck qui a un avis dégueulasse sur la SERP. Donc quand on tape le nom de Franck sur Google, on se retrouve avec un truc que Franck ne veut pas avoir sur la première page de Google, par exemple. Quand on fait de l'e-réputation, l'objectif c'est de noyer d'avoir des positions qui passent au-dessus. Enfin, comment ça se passe concrètement C'est ça, ouais. Bah alors, il y a deux solutions, hein. Il y a la solution la plus propre, on va dire, qui est on crée des sites pour le client ou pour l'entreprise et on vient les positionner grâce à des PBN, etc. On avait pas mal de logiciels en interne qui nous permettaient justement d'aller chercher les noms de domaine expirés, de monter les PBN, etc. Tout en automatique. Il y avait un parc de 6000 sites. Et derrière, il y a une autre méthode qui est un peu plus sale, c'est le negative SEO, où là, on le faisait, alors on le faisait pas officiellement, mais pour les tests de R&D, par exemple, tu prends le contenu du site que tu veux voir disparaître, tu le colles sur ta homepage de ton client ou quoi que ce soit, et le site négatif disparaît à partir du moment, et puis tu caches le texte, tu le cloques. Ok. Ok, est-ce que donc, l'objectif, tu as raison d'en parler, enfin, c'est super intéressant. Après, l'objectif, nous, tu vois, on n'est jamais trop rentré sur cette partie négative SEO parce que la problématique est très spécifique avec Ouais, ouais. l'e-réputation, mais parce qu'on prône plutôt le côté où soyez compétitifs, soyez meilleurs que vos concurrents. Et si on commence à rentrer dans le jeu Ouais, c'est d'aller faire pas. des services, C'est ce que j'ai dit, hein, c'est de la R&D, on a testé, bien etc. sûr. Mais tu te sens pas forcément, enfin, tu te sens pas fier quand tu fais des trucs comme ça parce que tu te dis c'est pas logique, c'est pas Hmm. honnête. Euh, Après, c'est- quand c'est des reviews, alors j'imagine il y a tout type de trucs, mais quand c'est un avis, un truc qui vraiment dégrade l'image du client et que cette dégradation de l'image n'est pas honnête en elle-même, bon, après le moyen pour reprendre la main sur le... Ouais, Bref. il y a des moyens légaux, hein, il y a des moyens légaux anti-diffamation, etc. Hmm. Qui sont. Mais bon, le temps de la justice est un peu long, donc effectivement, des fois, plus radicaux. Et tu penses, parce que ça, tu vois, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans le podcast, mais l'e-réputation, est-ce que c'est un gros marché en SEO? Ça l'a été. Ça l'a été pendant très longtemps avec des sommes qui sont mirobolantes en termes de contrat, hein. C'est quand tu prends 10 000 euros pour un client sur l'année, tu en prends 100 000 pour de l'e-réputation parce que justement, il faut placer 10 résultats. En général, il y a des problèmes de perte de chiffre d'affaires sur les entreprises qui font qu'ils ont besoin absolument de résultats rapides, etc. Donc les contrats sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue financier. Par contre, avec toutes les updates qu'on a eues là sur les dernières années, c'est quasiment impossible de faire de la SERP domination sur des noms de personnes ou sur des noms d'entreprises. On l'a bien vu. Et donc, je pense, je suis plus dedans, hein, mais je pense que le marché s'est quand même un petit peu essoufflé, à mon avis. Ok. Dans quel sens tu trouves qu'on peut plus en faire? Parce qu'au final, c'est juste que après c'est un point de vue perso, je sais pas si c'est juste ou pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, pour, le nom d'une personne, bah, tu fais un LinkedIn, tu fais un YouTube au nom de la personne, tu fais son portfolio, tu fais son, je sais pas moi, son Viadeo, je sais pas ce qui existe. Mais je trouve justement que tu peux assez Mhm. rapidement, Ouais. Tu prendre la crois-y, première Simon. page. Ouais. Sur le nom des personnes, effectivement, c'est quand même c'est quand même plus simple que sur le nom des entreprises. Mais en fait, sur le nom des entreprises, t'as des problèmes maintenant. Ils vont pas te montrer plusieurs entités. On avait l'habitude de faire des EMD, en fait. Donc, nom de l'entreprise.com, nom de Ah ouais, OK. l'entreprise.net, etc., etc. Mmh. Et ce genre de truc ne fonctionne pas et ça rejoint un petit peu enfin, je crois qu'Anto t'en a déjà parlé, mais en gros, quand tu places un EMD, c'est le premier EMD en général qui a un petit peu la paternité et derrière, en général, tu vois qu'un seul EMD sur une page de position de résultats. Donc, il y a cette espèce de filtre qui empêche de bien jouer sur le nom des entreprises quand tu prends des EMD. Non, mais tu vois, maintenant, par exemple, avec, les pages, entreprises LinkedIn, enfin, tu vois, je trouve maintenant c'est plus du parasite que comme la méthode que vous faisiez, c'est-à-dire monter des EMD et de pouvoir remplir la première page. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut connaître les bons parasites qui peuvent ranker, mais parce que je dis ça parce que j'ai l'impression que quand tu cherches des entreprises et ben, souvent tu as, 1 ou 2 résultats qui sont leur site officiel, puis après tu as Papers, tu as, Trustpilot. Trustpilot, en fait, tu as moyen de Ouais, en je vais juste parasite regarder. d'aller checker des trucs. Mais t'as raison, et je regarde juste un truc pour voir si effectivement, mais par Parce que exemple, un je truc très difficile à dégager, c'est le Trustpilot.
Ouais. Trustpilot, là, je regarde un ancien client, justement. On a un gros média qui se positionne sur un truc négatif. On a le Trustpilot. On voit qu'ils essayent de faire de l'e-réputation. On a tous les forums avec les UGC. Et ça, quand c'est négatif, c'est très dur à dégager. Même avec des bons Ouais. EMD, des bonnes pages LinkedIn, etc. Les Genre forums sont assez... un 60 ouais. millions de consommateurs ou un UFC que choisir ou des trucs comme ça. C'était l'enfer, ça, ouais. Ouais, ok. Ouais, ça le trust, Mais je pense que c'est moins facile. Après, encore une fois, ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que je suis plus dedans, donc il y a peut-être des nouvelles méthodes, il y a peut-être des gens qui s'en sortent très bien, etc. Mais c'est pas le genre de business que je lancerai aujourd'hui. Je trouve ça trop compliqué, comme le SEO en général d'ailleurs. Ok. Moi, j'ai une petite question parce que t'en as parlé brièvement. T'as dit qu'un contenu, quelqu'un qui a écrit un contenu sur son site internet, si jamais un site qui a plus d'autorité récupère le contenu, le repasse sur le site, peu importe si le contenu a été publié avant ailleurs, le contenu, enfin, on récupère la paternité du contenu et donc on peut potentiellement remplacer le résultat précédent. Donc, si le site abc.com avait écrit un truc sur un sujet spécifique et qu'avec mon site xyz.com, j'arrive et j'ai plus d'autorité, je vais remplacer le résultat dans le moteur de recherche? C'est un peu ça le principe, ouais. Et le meilleur exemple, c'est si tu es premier et que le résultat qui t'embête est deuxième, tu récupères son contenu, tu le mets sur ton site et normalement, tu l'envoies à l'index Google et puis il saute en 5 minutes. Hein. Mais littéralement en 5 minutes. Hein. Nous, on a déjà vu des exemples où les sites disparaissent sur de la R&D ultra rapidement à partir du moment où tu l'envoies dans l'index Google, quoi. C'est assez violent comme méthode et ça n'a pas été patché entre guillemets pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de raison de le patcher. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne autrement. Ouais. Ce qui peut être un peu inquiétant pour les éditeurs de sites au sens large qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent putain, mais si jamais n'importe qui avec un site un peu plus puissant arrive et récupère mon contenu, mon site disparaît. Ouais, et d'ailleurs, c'est David Dragesco, donc Ninja Linker, il avait sorti un tool à l'époque pour WordPress qui s'appelait Scrapylix et qui permettait d'encoder en front, donc ce que les utilisateurs voient, mais pas forcément Google, ton texte avec que des caractères. Donc ton texte est toujours lisible à l'œil humain, mais c'est des caractères, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais qui sont remplacés. Cyrillique. Ouais, cyrillique, c'est ça. Et du coup, ton texte est lisible, mais si quelqu'un vient faire du copier-coller, le texte ne s'indexera jamais dans Google parce qu'il n'a aucune valeur finalement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, grâce à ce plugin, il avait en front du cyrillique et en back, enfin ce que voyait Google, lui, c'était le contenu, mais C'est ça. lisible. C'est Quoi. ça. C'est Donc il y avait un exactement ça, ouais. cloaking en permanence, tout était Ouais, cloaké. ouais. C'est assez lourd, mine de rien, à mettre en place parce qu'en fonction des plugins que tu as sur WordPress, c'est un plugin WordPress, donc en fonction de ce que tu avais, le front, comment il passait, c'était techniquement assez. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a certaines niches de marché très compétitives et où c'est un peu Sharkland, quoi. Il y a plein de. Les mecs font du négatif SEO en boucle, parce qu'il y a certaines niches de marché, elles sont rares, mais où ça se passe comme ça. Où c'est monnaie courante, voire même c'est un peu obligatoire de fonctionner comme ça pour éviter de se faire pomper son contenu en boucle, quoi. Ouais. Et puis c'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'on n'a plus le cache Google, donc techniquement, ce que tu vois en front, tu vois plus qu'il y a derrière. Ouais. C'est ça. Donc ça peut être un regain de ce type de plugin ou de méthode justement pour cacher le contenu, quoi, clairement. Là, le prochain qui arrive à créer un tool pour vérification de cache / cloaking, genre un vrai truc, mais qui fonctionne vraiment bien, il a vraiment un truc solide, je pense. Bon, à destination après, de quelques ouais. personnes. C'est le problème, c'est que c'est ultra niché et que c'est pas avec ça que tu vas faire des gros sous, ou à part si tu veux payer un très gros abonnement. Mais Ouais, un très gros abonnement. Après, Anto, je sais pas si tu as une méthode pour voir le cache ou le cloaking d'un site, mais ça commence à devenir très dur. Hein. Ouais, ça dépend, tu peux le faire, mais ça dépend comment c'est cloqué. là, c'est le problème, c'est que pendant longtemps, il y avait des... On en saura un peu plus. Il faut pas le dire. D'un côté, c'est le genre de truc, tu le dis pas comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Tu vas pas le lâcher dans un podcast comme ça. En plus, il est pas de moi, donc... En plus, bon bah voilà. Alright, alors sur la partie réputation et SEO, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, je sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet, peut-être les gars, avant de passer à la suite. Bon, moi j'ai des questions SEO, mais pas forcément... Vas-y, Ouais, on shoot. Là actuellement, je sais que tu as encore quelques clients en privé pour du SEO sur des marchés
très compétitif. Enfin, je crois que tu as un client, non? Sur un marché très compétitif. Un consulting, ouais. Un consulting. Qu'est-ce qui, pour toi, marche aujourd'hui? Genre, qu'est-ce que tu vois qui a de l'effet? Mais t'es pas obligé de donner tous les trucs très. Ouais, le truc. Pas le Le tips du podcast de la siècle. sauce. Non, c'est pas le J'ai podcast dit de la que j'allais sauce. c'est- donner- Non, Non, mais je mais comprends. la question est très bonne. C'est juste la tête de Clément qui me fait rire. Mais Ah, tu c'est juste, réponds c'est bien juste ce que qu'en tu fait, veux. ce qui fonctionne est tellement simple que, Ouais. que si Bah, je le dis non, mais sur justement. sur le truc. C'était. Bah, dans ce cas-là, dis pas ça, mais dans Dans les les grandes grandes lignes. lignes, on est d'accord que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est du bon contenu, du bon lien. Par contre, lien, je veux bien qu'on en parle aussi après, parce que tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure. Ouais. Mais en gros, c'est. Mais ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est extrêmement simple, surtout dans la niche compétitive. Alors, je préfère qu'on dise pas la niche sur celle-là, mais dans cette niche compétitive, il y a un truc qui fonctionne et tous ceux qui travaillent dans cette niche-là le savent globalement, mais qui fonctionne hyper bien et avec un peu de lien, etc. Tu ranques dans le top 3, top 1 assez rapidement. Donc, le consulting n'est pas très compliqué dans ces cas-là. C'est juste une question de comment scaler, comment trouver les bons mots-clés, comment aller chercher les marchés justement sur lesquels il n'y a pas forcément tes concurrents. Mais en termes de technique pure SEO, c'est un truc assez C'est une débile, technique de entre guillemets. 2010, quoi. Ouais, Ouais, ok. ouais, je crois Dont que on a déjà parlé 20 fois dans le podcast, d'ailleurs. Dont on a déjà Ouais, parlé. voilà. C'est vrai que suffit de. Je pense qu'il suffit d'écouter les derniers podcasts et vous l'avez la stratégie. Il faut juste être malin. Et par C'est contre, ça. pour parler des liens, tout à l'heure, tu parlais des liens, notamment à l'époque enfin, avant, tu faisais beaucoup de PBN. Ouais, Je suppose que ensuite, tu as fait, comme un peu tout le monde, peut-être de l'achat de liens, peut-être du ninja linking et tout ça. ouais. Aujourd'hui, de tout ça, qu'est-ce qui, pour toi, fonctionne? En fait, je crois que Franck, depuis tout à l'heure, il a envie de t'entendre dire quelque chose. Non, Je pas marche plus. forcément. Ah Non, 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 tu non, sais non, pas. non. Non, Non, mais non. ce que tu as envie d'entendre, c'est le PBN, ça fonctionne, non? C'est pas là-dessus Ouais, que en t'essaies de gros. l'emmener. Ouais, si. Enfin, c'est Non, mais Allez, pas l'emmener Clément. là-dessus, mais tu vois, t'as un pour... espèce de cycle infini. Il disait, il y a Ouais, c'est quelques vrai. années, le PBN fonctionnait bien. Après, on a tous vu que le PBN, pour une raison ou une autre, ou en tout cas peut-être que par flemme, tout le monde a arrêté un peu de faire du PBN, alors que nous, par exemple, à Malte, on avait un très gros PBN. Et quand on est rentré, en fait, il y avait ce début de naissance de pas mal de plateformes de vente de liens. Et puis là, on a tous été comme des flemmards à se dire, Mm. vas-y, j'achète du lien. Sauf que avant, c'était pas très cher d'acheter du lien. Tu avais tes liens pour des petits prix. Et au fil des années, on est tous sous perfusion de liens, sauf que les prix font que monter pour de la qualité de plus en plus basse. Mais vu que c'est devenu un peu cette norme de vas-y, j'achète du lien, et puis du PBN, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, donc je sais plus le faire, ou alors je n'ai plus envie de me faire chier à le faire. Et à la fin, tu te retrouves à acheter du lien de merde, à 95% de la merde qui se trouve sur les plateformes, pour des trucs qui, tu sais pas s'ils poussent ou s'ils poussent pas, mais en fait, t'es tellement sous perfusion de liens pour faire survivre tes sites que t'achètes du volume sans trop réfléchir. Dans nos potes qui sont sur des marchés parfois ultra compétitifs, des trucs de dating archi hardcore ou qu'importe, ils achètent du lien sans réfléchir. Ils prennent leurs concurrents, ils achètent les mêmes liens sans réfléchir, même si le lien il coûte 3, 4, 5 fois plus cher. Et genre, on dirait que c'est devenu normal. Et à côté de ça, heureusement, tu as un peu cette nouvelle norme du ninja linking qui est un peu revenue, alors que pareil, il y a 10 ans, on faisait du ninja linking. Il y a plein de gens qui ont commencé à dire les liens forums, ça marche pas, alors que perso, j'ai pas arrêté en 10 ans et ça a toujours très bien marché. Et d'ailleurs, j'ai senti que mes sites, quand je commençais à acheter du lien, c'était un peu ce moment où je sais pas, j'avais un peu cette flemme de faire du ninja linking, flemme de faire un PBN. Du coup, j'achète du lien et par exemple, des sites qui partaient très bien quand je commençais en ninja linking, genre je mettais les 50 premières RD en ninja linking et après je commençais à acheter de plus en plus jusqu'à arrêter le ninja linking et continuer à juste acheter. Et puis là, ça stagnait, voire ça commençait à être ça continue à monter un petit peu, puis ça se cassait la gueule. Et en fait, je trouve qu'on a ce cycle infini. Je sais pas si Clément, tu es d'accord avec ça, mais tu vois, par exemple, là, il y a 10 ans, tu faisais du PBN. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que le PBN, c'est bien, par exemple?
Oui, pour répondre à la question, simplement oui. Et après, ce qu'il faut, comme tu dis, c'est un cycle, mais c'est un cycle où les variables, elles changent un petit peu à chaque fois. Donc l'équilibre, il est pas exactement le même. Dans le sens où il y a 10 ans, tu pouvais trouver des noms de domaine expirés, ultra simplement. Des expirés, hein, même pas des snappés, c'est-à-dire, enfin le snapping, c'est quand tu vas Registration chercher un nom de free. domaine, c'est ça, c'est quand le snapping, c'est quand tu vas le chercher, dès qu'il passe dans le domaine, expiré, et les domaines expirés, c'est des trucs qui traînent depuis, peut-être, des mois, des semaines. À l'époque, c'était ultra facile de trouver des noms de domaine expirés. On en trouvait 10, 15, 30 par jour avec des bonnes métriques, et cetera. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Donc mettre un PBN en place, oui, si tu as la technique derrière pour le faire. Parce que c'est toujours pareil, l'infrastructure pour le déployer. Et Franck, toi, tu es accompagné quand même d'une personne qui, Qui est qui a quand tech. même ouais, voilà, qui a les compétences pour mettre en place ce genre de truc. Et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas ces compétences. Et donc, le seul moyen pour eux, c'est soit de monter des WordPress à la main, un par un, sur leur O2 Switch ou je ne sais quoi, ce qui peut prendre énormément de temps. Et Ce qui marche aussi Ce très qui bien. marche très Et bien, la, ouais. et la ouais, ouais, réalité, c'est que sur beaucoup de thématiques, même des plus petites, parce que là, j'imagine qu'on se situe très vite dans des trucs très concurrentiels, mais sur des thématiques peu concurrentielles, tu fais un PBN de 10-15 sites à la main chez toi, ouais, comme ça, ça fonctionne extrêmement bien. Et ça aura bien plus d'impact. Encore une fois, attention, parce que là, on est dans des discussions qui sont des discussions avancées. Et moi, je ouais. mets à chaque fois le frein là-dessus, parce que les débutants qui nous écoutent, qui disent bon, d'accord, enfin, le PBN, ça se fait pas n'importe comment, il faut le faire correctement voilà, ça reste aussi une technique Black Hat Mais de SEO. je peux juste dire un truc par rapport à ça? Ouais, Acheter du lien et le faire un peu n'importe comment, est-ce que c'est pas aussi risqué que de prendre le risque de faire du PBN un peu n'importe comment? ça dépend. Parce que la réalité, c'est que moi, aujourd'hui, par exemple, quand je fais du PBN, je te montre le site, tu dis ok, c'est enfin direct quoi. Tout est optimisé pour pousser sur un mot clé. Enfin c'est très particulier. En fait, ça a juste une gueule de PBN et en fait j'ai juste envie que personne tombe dessus. Ou alors quand on tombe dessus, par exemple pour moi c'est jamais de la vie je ferai les PBN que je fais sans cloquer le lien. Et la réalité c'est qu'encore une fois c'est très 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 compliqué aujourd'hui avec par exemple un shortener, donc une redirection, de savoir ce qui se cache réellement et où est-ce que Google va pousser derrière. Et donc ça, pour moi, c'est important. Et typiquement, quand je suis sur une thématique, généralement, moi, c'est pas des thématiques énormissimes. 10-15 PBN vont suffire. Et en fait, juste le fait de cloquer mon lien et de faire croire que je renvoie chez le concurrent, bah ou chez les concurrents, tu vois, de manière un peu. En fait, la réalité, c'est que ça va toujours pousser le même site et ça va toujours pousser mon site. Enfin, j'ai pas envie que ça se voit, quoi. J'ai pas et ça, bah, un débutant et du coup, la différence, c'est qu'un site de vente de liens, bah, c'est rapidement de la merde, OK, mais ça va linker sur tellement de trucs différents que bon, Ah ouais, mais enfin, du coup, on sait que c'est c'est pas de un la vente truc de lien. privé, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est pas le peut-être je me plante, Je sais pas ce qu'en pense Clément, mais c'est pas la Non, même mais chose. c'est les mêmes discussions depuis 10 ans. De toute façon, globalement, il y a ceux qui préfèrent faire et il y a ceux qui préfèrent acheter plus rapidement. La réalité, c'est que On dans, peut dans faire la les 2. niche, oui, dans la niche concurrentielle dont on parle, où les gens achètent un petit peu comme des suiveurs, on va dire, et qui dépensent des milliers sur des liens c'est une question de rentabilité en fait de leur temps. Parce que techniquement, s'ils n'ont pas les moyens de mettre en place, alors ils ont sûrement les moyens, mais s'ils n'ont pas envie de mettre en place tout un PBN, etc., le plus rapide, c'est d'acheter des liens comme les concurrents, d'être sûr d'être devant eux parce que tu achètes les mêmes liens. Et au final, si ça leur rapporte assez d'argent, c'est une question d'arbitrage au final. Par contre, dès qu'on commence à descendre un petit peu dans les niches, effectivement, il va falloir se poser la question, est-ce que les sites de vente de liens aujourd'hui sont assez puissants pour envoyer de la sauce? Et à contrario, alors attendez, comment j'arrête hop là. A contrario, les PBN peuvent très bien fonctionner, mais c'est toujours pareil, le prix des expirés peut en, repousser certains. C'est difficile encore une fois, c'est difficile de trouver des expirés. Le marché, c'est quand même, il y a beaucoup plus de monde sur le Ouais, mais marché, il y a beaucoup est-ce que moins de tu as monde. besoin d'avoir des grosses expirées pour du PBN? Ça Pas vraiment. dépend, encore une fois, toute une question d'arbitrage. C'est quoi ta Ouais, niche? c'est sûr. C'est combien tu as besoin de puissance, et cetera. Maintenant, si tu as l'infrastructure comme des personnes, dans ce petit live long, autant faire des PBN parce que c'est rapide à mettre en place et ça peut être ultra puissant. Mais des bons liens. Après, si on peut se reconcentrer sur la qualité d'un lien, parce qu'il y a aussi ça, c'est
un lien sur un PBN, c'est bien parce que en général, tu es un des seuls liens sortants. Potentiellement, tu le mets sur la home page et potentiellement, du coup, tout ton jus SEO, il va se transférer vers ton money site. Et c'est ça qui manque aujourd'hui dans les sites de vente de liens, c'est que tu te retrouves avec un article éclaté qui va être le lendemain en troisième page à 3 clics de la home, etc. Et c'est ça qui va faire qu'il n'y a pas forcément de puissance. Donc la question, c'est pas forcément est-ce que le PBN c'est mieux que les articles sponsorisés, c'est comment je fais pour acheter des liens qui envoient de la puissance et que ce soit des liens PBN ou des liens articles sponsorisés. Le but, c'est de se dire comment ça fonctionne l'algorithme de transmission de jus et comment je vais faire pour aller chercher justement ces liens qui sont pas mal. Les liens homepage, c'est les meilleurs liens pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, pour en acheter sur les catalogues de vente de liens, etc., c'est quasiment impossible. Donc, dans ce cas-là, effectivement, tu vas faire des PBN. OK. Et juste un truc, parce que tu dis, parce que moi j'en achète encore du lien homepage et je trouve qu'il y a encore de la place, c'est juste les sites sont pas toujours ouf, quoi. Ouais, mais tu passes du temps quand même à aller chercher, et cetera. Tu vois, c'est pas quelque chose où tu te dis: «Tiens, je vais aller acheter des liens home-page, il y a un site qui me permet d'acheter des liens home-page avec un super catalogue, et cetera». On est dans un monde où la vente de liens, c'est un business et vous le savez très bien puisque vous avez une Ouais. formation à propos de ça et que du coup, il y a énormément d'acteurs et comme quand il y a énormément d'acteurs, il y en a beaucoup qui sont mauvais, il y en a beaucoup qui sont bons, mais il va falloir aller filtrer les bons et ça, c'est du temps. Et donc, Ouais, encore ça une c'est le fois, plus dur, question hein. d'arbitrage, ouais. Est-ce que tu préfères passer ton temps à fouiller des catalogues de liens ou est-ce que tu préfères passer ton temps à faire du PBN? C'est le choix de chacun, mais je pense qu'il y a pas de il y a pas de méthode meilleure. C'est juste, là où tu veux te focus et il faut juste, assumer la façon dont tu achètes les liens et aller à fond, quoi. Ouais. Et comme l'a dit Clément, hein, en description, vous avez la formation vente de liens. Si vous voulez être du côté des vendeurs et de profiter des gens qui achètent tout et n'importe quoi, eh ben foncez. Toi, tu as beaucoup fait de spam dexing. Alors, si on peut, je sais pas si vous avez moyen, soit Anto d'ailleurs, ou toi, peu importe, mais d'expliquer ce qu'est le spam dexing en quelques mots pour les gens qui. Même si ce podcast sera globalement assez technique, hein, Ouais. je pense. Anto, Mais tu veux expliquer? Bah, c'est générer des centaines de milliers de pages, soit sur ton site, soit pas sur ton site, et de les indexer le plus vite possible pour ranker partout. Voilà, grosso donc, modo. c'est une technique Black Hat. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler du churn and burn? C'est-à-dire, est-ce que généralement, ce type de méthode, ça va monter, ça va rapporter des clics rapidement, mais ça peut aussi très vite rebaisser. Donc, il faut être dans une stratégie de volume, ou est-ce que ça des pages qui peuvent se positionner pendant longtemps? Ça peut se Heu positionner longtemps. Ça peut se positionner. Moi, j'ai un parasite qui a pas été tapé par trop de monde, et qui aujourd'hui est d'une stabilité, incroyable par rapport à tout ce que j'ai, rajouté comme page dessus. Mais parce qu'il a pas été, bousillé, on va dire, par trop de monde. Je suis peut-être même le seul et aujourd'hui, il y a plus la possibilité justement de rajouter des nouvelles pages. Donc moi, j'ai une source de trafic qui est assez stable, on va dire, sur ce parasite, qui est plutôt cool. Alors j'aimerais bien en avoir plus, bien évidemment, mais ouais, mais c'est vrai que la plupart des spam dexing, tu spams, tu mets 1 million de pages, derrière Google s'en rend compte, il te met un petit filtre, manuel ou peut-être auto, je sais pas et puis ça commence à descendre. On l'a vu avec WebArchive par exemple, Anto. Alors, Web Archive, on peut en parler, c'est quand même intéressant. Vous en avez parlé, enfin, Anthony en avait parlé lors du Wizards Event le 31 janvier 2024. Toi, tu étais dans l'audience et personne n'a vraiment su que tu étais la deuxième personne concernée par cette histoire, mais vous étiez bien deux. Je sais pas si vous pouvez en parler un peu, les gars, de ça. Mais Bah, on l'a surtout, fait monter très haut, je sais plus combien, 16 millions de traf, un truc comme ça, je crois. 17 Ouais, millions. ouais, ouais, ouais. On a bien bourriné alors juste pour recontextualiser, on a trouvé une technique, je sais plus exactement à quel moment ou comment et cetera, mais c'était surtout en espionnant parfois les concurrents, qui permettait de positionner, sur le domaine web archive, n'importe quelle page avec du contenu et cetera et ça s'indexait très bien à la suite d'un petit micmac technique, on va dire, qui fonctionne toujours aujourd'hui, mais où il y a de moins en moins de sites sur lesquels tu peux le faire. Et le résultat, c'est que tu pouvais prendre n'importe quel mot-clé, ça arrivait à se positionner et tu pouvais même remplacer la page web archive par ton propre pré-lander, on va appeler ça comme ça, où tu pouvais envoyer des clics à foison sur ton offre, etc. Et c'était une belle période. Ça n'a pas duré extrêmement longtemps, peut-être deux Ouais, ça trois a mois, duré mais 2-3 mois, ouais, c'est ça, ouais. voilà.
Mais on envoyait un max de clics, enfin Anto Moi, plus que moi, parce je que suis monté à 37 000 clics en un jour le max. ouais. Donc, Donc c'était c'était une belle source de trafic et l'autorité de WebArchive était assez incroyable pour ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait tomber WebArchive là récemment. Je sais pas si à la sortie de ce podcast WebArchive sera revenu ou pas, Bah, mais je viens de j'espère, regarder, hein. ça a l'air up là. Non? ah génial, on va pouvoir recommencer. Euh, Et vous avez, c'est possible d'avoir une fourchette des gains que ça vous rapporte, ce genre de coût un peu particulier là sur des. WebArchive, moi, c'était mal monétisé parce que c'était plus pour la conf qu'autre chose. Mais même en très mal monétisé, j'ai pris à peu près 2000 balles en 2 mois et demi. En full auto, quoi. Moi, je suis sur du RevShare, donc ça va sûrement me tenir 5 ans. On pourra reparler du WebShare, du RevShare tout à l'heure peut-être, C'est mais vrai que c'est une bonne idée. globalement, je sais pas, je dois peut-être être aussi à 2000 balles avec les inscrits et les transactions actuellement, mais ça va continuer à rapporter. J'espère, je touche du bois pendant quelques années. Ok. Donc mine de rien, c'est pas, enfin c'est assez impressionnant dans le volume et dans dans la technicité et dans le truc, mais en termes de revenus pur et dur. Après, tu l'as très bien dit Anto, hein, tout ça c'était pour la conférence, donc il n'y avait pas de recherche à proprement parler sur la monétisation et c'était pas forcément optimal derrière. Mais c'est, enfin 37 000 clics, 2000 balles, c'est presque anecdotique à votre niveau, quoi, au final. Ouais, ouais. Après, le truc, c'est que quand tu es dans une technique qui fonctionne comme ça, tu es plus excité par la technique en elle-même et comment tu peux scaler pour faire le bordel, tu vois, plutôt que la monétisation. Mm. Faut le dire aussi, on est des passionnés à la base. Ouais, Et parce c'est qu'au ce final, genre ça n'a de. aucun intérêt. On a acheté des full proxy et tout, c'était presque pas Ah rentable, ouais, quoi. ah ouais, c'est sûr. C'est juste enfin, en plus, on avait chacun notre méthode de poster différente, etc., même si le résultat était le même, mais c'est juste que trouver cette technique-là et pouvoir contourner un système et en voir que ça marche, c'est ça, en fait, le vrai gain, finalement, pour nous, Mm. dans notre cœur. Mm. Ouais, puis après, c'est surtout que c'est des techniques que tu peux appliquer à d'autres endroits. Mm. On s'est pas spécialement perdu, c'est plus c'est de l'apprentissage, quoi. Ouais, la bonne R&D. On est d'accord que le spam d'Exig en général, c'est inaccessible à un débutant aujourd'hui. Si tu le fais sur ton site, en vrai, ça se fait, hein. Avec du chat GPT, des choses comme ça, tu Ouais, peux mais le tu le faire. détruis. Ouais, mais t'achètes des domaines express, tu t'en fous. Ouais, ok. Oui, je pense qu'un débutant, il peut essayer. En fait, le truc, c'est il faut persévérer parce que là, on parle de web archive, on a réussi, mais la réalité, c'est qu'on en a souillé des domaines qui n'ont pas fonctionné. Donc il faut, c'est beaucoup de R&D et si Mm. effectivement on factorise là-dedans le temps qu'on a passé avant web archive, le temps de web archive plus les coûts web archive, on n'est pas dans le positif, hein. Et est-ce que, justement, à ce propos du spam d'Exing, aujourd'hui, vous avez tellement d'expérience et vous avez tellement spammé que vous savez les mots-clés qui fonctionnent concrètement, et quand vous faites une nouvelle vague de spam, c'est sur les mots-clés qui fonctionnent. Parce que ça, c'est aussi le edge, l'avantage que vous avez sur quelqu'un qui débute, c'est que c'est bien de faire ces petits tests et tout, mais les années d'expérience font que vous avez les mots-clés faciles d'accès, vous avez les mots-clés facilement monétisables, etc., non? Ouais, je pense qu'on a chacun nos niches. Moi, j'ai ma niche et effectivement, elle fonctionne. Ouais, c'est plus surtout, je pense que c'est la monétisation. C'est comment, dès que tu as la monétisation, en fait, tu cherches du trafic pour la monétisation. Souvent, les gens font l'inverse, c'est ça qui est problématique. Ouais. Ouais, je suis un peu bloqué là-dessus moi aussi, c'est-à-dire que je vais d'abord chercher le trafic et après la monétisation. Effectivement, c'est pas la meilleure façon de gagner de l'argent, on va dire, sur Internet aujourd'hui. Non, mais bon, aujourd'hui, la monétisation, en fait, t'as un type de monétisation que tu souilles depuis des années, quoi. Parce que Mm. tu sais que tu l'as, tu sais que ça fonctionne, tu sais que tu es en bon terme avec le partenaire, Ouais, et voilà. Et ouais, juste dans le effectivement, spam ouais. dexing, la problématique de l'indexation, vous la palliez comment? Surtout Ah, en c'est ce fini moment, maintenant. là. Surtout en ce moment. Maintenant, Non, mais c'est c'est ça. aisé maintenant. Non, ouais, bonne question. Genre là, avec Vas-y, WebArchive, Clément. vous Ils êtes veulent pas répondre, hein. Ils veulent pas répondre, regarde. Ils se regardent et tout, ouais. Non, la Bah, réalité, c'est on a eu un indexeur. C'est toi qui l'as trouvé, Anto, je crois. ouais. Qui a bien fonctionné, qui a eu un peu de mal dernièrement, qui demandait, enfin, qui avait certains coûts de mise en place, en tout cas techniquement, mais qui fonctionnait très bien, où on pouvait balancer 200 000 pages par jour sans problème et ça s'indexait. C'est d'ailleurs ouais, comme mais ça vous qu'on a aviez travaillé le web créé archive. enfin, Anto, tu avais créé ton propre indexeur.
Ouais, qui j'avais est trouvé un mec qui avait une technique et qui nous a dev un espèce de dashboard pour pouvoir indexer. moi, pour en Ouais. avoir profité, honnêtement, c'est le meilleur indexeur que j'ai utilisé, Ah, forever, c'était hein. monstrueux. Ouais. C'était impressionnant, la qualité de l'indexation, la rapidité, enfin, c'était Ouais. ultra rapide, mais en effet, aujourd'hui, ça marche plus, donc c'est Non. Mais sinon, il y le a toujours problème. Speedy Index qui fonctionne bien. Bah, Bah, justement, je pas crois que c'est aujourd'hui, mort, hein. hein. Ils sont Non, finito, là, hein. comment ça, ils sont finito? Bah, déjà, tu peux plus top up. Donc, si tu as plus de crédit Ouais. chez eux, voilà. Parce que tu peux plus top up, parce que leur technique, Ça arrive plus à indexer, ouais. ils arrivent plus à indexer. Et les Viettes, ils y arrivent pas un H là encore? J'ai pas testé. Un H, je crois que j'ai mis Je des me demande crédits si dessus. un H, ils étaient pas bloqués, ils étaient pas plugués sur Speedy Index justement? Je crois Parce que c'était qu'après, il y a ça toujours en pas l'autre là qui met cher. des commentaires. Alors, je voudrais pas révéler sa technique, mais il y a, enfin, celui qui commence par un O là, qui fonctionne Après, aussi. je vais en donner un autre, mais il faudra tester parce que je sais pas tester. Fastindex.eu, c'est les Russes. Ok. J'ai pas testé depuis un moment. Mais c'était très bon, ça. C'était super fort aussi. Et ils ont Mais tous à ma des connaissance, stratégies différentes. Tu Pour, penses? bah, je pense, ouais. Ils sont pas tous différents. Moi, j'en connais deux des grosses stratégies. Il y a le. Bah, t'as les J'allais dire, je m'en Genius. fous. Il y a les Gnews, il y a les commentaires dans les Gnews. Et ça, il y en a un gros qui fonctionne depuis toujours là-dessus. Malheureusement, c'est ultra flag. Et puis, tu as les clés JSON API de Google avec les redirections 302. Oh, mais ça marche plus, ça. Ouais, c'est Bah ça écoute, qu'ils ont patché, je crois. moi j'envoie en ce moment 2400, je crois, un truc comme ça. Ça 2400 dépend URL comment à c'est Speedy fait. Index et Marche ça encore. s'indexe. Hein. Ok. Après, ça rank pas forcément là en ce moment, mais ça s'indexe. Donc je sais pas s'il y a des nouveaux filtres ou quoi que ce soit, mais quasiment toutes les pages sont indexées, moi. Et il y en a un de Ok. vous qui a testé de prendre, je pense que oui, hein, mais de prendre des noms de domaine Gnews, mais bon, aujourd'hui, les Gnews, c'est beaucoup plus dur à trouver, mais à l'époque, prendre des Gnews et de les spammer à la mort, ça fonctionnait bien, non? Parce qu'il y avait cette indexation instantanée. Ouais, moi, l'indexeur que le russe de Danto avait développé, je l'avais plugué sur un Gnews italien et du coup, ça a indexé assez vite et assez puissamment, quoi. C'était un espèce de double effet qui se coule, quoi. Donc ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, malgré qu'il était Gnews, tu mettais quand même de l'index en plus? En fait, pour expliquer comment fonctionnait l'indexeur techniquement, c'est en gros, tu crées une page, par exemple, mondomaine.com/page 1, et cette page 1, elle est redirigée vers ton URL en 302. Et en gros, OK. lui, il utilisait la clé JSON. Je suis un peu technique, désolé, hein, mais juste pour les gens qui sont techniques, pour expliquer. Il utilisait l'indexation avec la clé JSON API de ce domaine-là pour pouvoir pousser l'indexation justement de cette page 1 qui allait en ricochet OK. indexer le backlink. Et le résultat, c'est ça fonctionnait. Ça aurait pu fonctionner sans l'indexeur peut-être, sans la clé JSON, mais pour le coup, pour moi, c'était une garantie en plus d'être indexé ultra rapidement, quoi, OK, du Genius. ça marche. Est-ce que pour vous deux, donc Anto et Clément, qui êtes habitués au spam dexing depuis des années, c'était plus facile, plus intéressant avant que ça ne l'est aujourd'hui ou pas forcément? Pas forcément pour moi. Parce qu'avant, il n'y avait pas le chat GPT et tout, donc tu étais assez limité. Les techniques sont devenues plus dures, mais tu as beaucoup plus de possibilités maintenant. Donc l'un dans l'autre, je sais pas. Ouais, goulot d'étranglement, avant, c'était plutôt la génération du contenu, justement, pour toutes ces pages-là. Parce que tu étais obligé de faire des trucs avec des scripts, etc. C'était souvent du texte illisible. Maintenant, avec ChatGPT, tu peux faire 1 million de pages qui vont rien te coûter. Le problème étant, il faut trouver le domaine sur lequel le poser. Et puis, voilà, c'est un espèce de cycle où des fois, c'est l'indexation qui est un peu plus dure, des fois, c'est le contenu qui est un peu plus dur. En ce moment, c'est l'indexation qui est un peu plus dure, quoi. Ok. Après, l'indexation peut être bypass, c'est toujours la même chose selon les pays, je le dis toujours, hein, mais tu as des pays où ça rentre comme avant. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'on n'en parle pas assez, mais il y a quand même beaucoup de filtres qui sont filtres Google, qui sont adaptés par rapport au pays dans lequel tu es. Hein. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de se positionner dans un pays un peu exotique qu'en France ou aux États-Unis où il y a 15 000 garde-fous justement parce qu'il y a beaucoup de black hat dans ces pays, quoi. ouais. Bah, il me semble, Anto, tu l'as déjà dit, mais t'as les pays de l'Est, les pays nordiques et tout, c'est encore des Ouais, bah c'est surtout c'est le endroits. problème de l'alphabet. Ouais. Le vrai Ah ouais, problème, il est là. ok. Mm. Oui, d'où le fait que le Japon et la Corée, ça puisse être fracassé aussi, quoi. Mm. Mm, mm.
Si Ok. vous voulez aller sur une niche, allez-y dans un alphabet différent, vous verrez, c'est quand même assez simple. C'est tout droit. Ça marche. Et est-ce qu'on peut parler, tu l'as évoqué, mais le rev share? Parce que je pense qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Ouais, Je pense qu'on avait le même point de vue et qu'on l'a plus aujourd'hui. Parce que moi, j'étais très pro rev share, on était tous assez pro rev share et en fait, désillusion sur désillusion, nous, on s'est un peu fait rouler, à ce niveau-là. Alors que toi, tu as un rev share qui dure depuis, combien de temps? depuis 2016. Ouais, donc Donc 8 ça fait ans, 8 ans, ouais. ça commence à être, Après, je beau. pense que le rêve share, je vous rejoins, hein, sur vos désillusions, et cetera, parce que dans le domaine dans lequel je travaille, sur la niche sur laquelle je travaille, il y a un des principaux acteurs qui aujourd'hui est en perte de croissance, perte de vitesse, qui est passé 5e ou 6e acteur du marché, qui avait mis en place le rev share et qui a tout coupé en 2018. Qui a juste dit: «Bah, c'est bon, on arrête de payer, les mecs de rev share, on s'en fout» et ça, c'est le vrai risque parce que, tu mets de la sueur à aller chercher justement des clients pour ces sites-là, sous la promesse que tu vas gagner de l'argent sur longtemps et quand on te coupe l'herbe sous le pied comme ça, bah, ça peut être, voilà, ça te laisse un goût amer dans la gorge. Maintenant, moi, je travaille avec un acteur qui était là bien avant, que je commence à travailler avec eux, qui a priori est là pour très, très longtemps et j'ai une confiance énorme dans cet acteur et du coup, je me suis dit: «Oui, le rev share, c'est bon» et aussi parce que, donc rev share opposé à, CPA, c'est-à-dire, prendre l'argent maintenant ou prendre des commissions, sur la vie. Mmh. Sauf que le CPA étant à 1 $ par inscrit, c'était ridicule par rapport à ce que tu pouvais gagner en rev share et Mmh. aujourd'hui, moi, j'ai calculé, tu gagnes en moyenne enfin, je gagne en moyenne entre 6 et 8 $ par inscrit versus le 1 $, si j'étais passé sur le CPA, quoi. Ouais. En tier 1, OK. c'est 1 $ sur les pays du tier 1, sinon c'est 10 centimes Mmh. sur tier 2 et 1 centime sur tier 3 donc aujourd'hui, j'aurais peut-être même pas dépassé les 50 000 balles de gains sur ce provider, quoi. RevShare, pour tous ceux qui se demandent, qui nous écoutent et qui débutent et qui ont survécu sur ce podcast jusqu'à maintenant, c'est vous partagez les revenus de votre partenaire. Donc, À si vous vie. bossez pour Botanique et que vous ramenez un client à Botanique, eh bien, à vie, Botanique va vous donner un pourcentage de ce que dépense le client que vous leur avez ramené. Et donc, sur le papier, c'est très chouette. Mais encore une fois, là, Clément, toi, tu as mis l'accent sur je fais confiance à mon partenaire, c'est un partenaire qui est là pour longtemps, c'est un gros acteur, etc. Donc, il y a la confiance. Mais la réalité, c'est, on le redit ici, c'est que ça soit Anthony, Franck ou moi, la réalité, c'est qu'un rêve cher, on se dit, ah bah c'est à vie. Et donc, on se dit, ah bah je gagne 2000 balles, ça veut dire c'est fini. Je gagne 2000 balles toute ma vie. La réalité est tout autre. C'est-à-dire qu'en moyenne, un rêve cher, ça tient combien de temps pour vous? 3, 4 ans Moins de 4 peut-être, et ans. encore? Moins de Ouais, 4 moins ans, de comme les 4 ans. sites. Voilà. C'est-à-dire que Tout tourne en soit même temps. à un moment, le mec avec qui vous bossez, il se fait racheter. Et donc à ce moment-là, souvent, ça arrive régulièrement après le rachat. Oh bah, on s'en fout des partenaires, il y a plus de relations, ils coupent tout quoi, ils coupent les distributions de revenus chers. Soit juste, comme dit Clément, un jour il décide que c'est fini, donc c'est fini. Enfin, et la réalité, c'est qu'en tant qu'affilié, il faut s'en rappeler, l'affiliation c'est un super business. Mais vous êtes je vais être vulgaire, donc comment dire ça sans être vulgaire, mais bon, vous êtes la petite pute de l'annonceur, quoi. Vous êtes, C'était j'arrive pas pas à le vulgaire faire du sans. tout. C'était pas Non, vulgaire. c'est pas vulgaire. Non, non, mais ça l'est, mais c'est une réalité. Enfin, il y a aucun moment où l'affilié est enfin, c'est très rare d'avoir un affilié en position de force, quoi. Franchement, surtout sur des gros marchés comme ça, où, enfin bref, c'est quand même rare. Ça doit exister, mais je pense que c'est très rare. Il faut en avoir conscience, et donc c'est pour ça qu'on recommande plus aujourd'hui aux gens qui nous écoutent de passer à ce qu'on appelle le CPA. Et donc là, vous êtes rémunéré. On reprend l'exemple de vous ramener un client à Botanique. Et ben, au lieu d'être rémunéré sur chaque achat fait par le client sur Botanique, soi-disant toute votre vie, donc en rêve cher, et ben là, vous allez prendre peut-être 20 balles ou 15 balles parce que vous avez ramené un client. Par contre, derrière, Botanique, si le client reste 20 ans et qu'il dépense pendant 20 ans, ça vous regarde plus, quoi. Mais vous êtes rémunéré un peu plus au début, ou beaucoup plus parfois. Et du Voilà. coup, juste, par rapport à ça, parce que moi, il y a la situation a évolué sur un truc, c'est que pour pallier à ça, il y avait, «Bah oui, mais t'as qu'à faire un contrat avec le partenaire». Alors chose qui a été faite. Non, mais attention, chose qui a été faite.
le contrat, dans les lignes du contrat, en gros, le partenaire, il marque qu'il peut arrêter quand il veut. Et si tu lui dis, bah non, moi je suis pas d'accord, il te dit, bah dans ce cas-là, on bosse pas ensemble, allez, bonne journée. En fait, toi, t'es qu'un affilié, il en a rien à foutre de toi, il y en a 10 autres qui attendent derrière. Donc en fait, cette histoire de faire des contrats, parce que c'était un peu le truc qu'on nous a dit à chaque fois. Genre, quand on se plaint du rev share, ah bah oui, mais t'as qu'à avoir un contrat et après tu les attaques en justice. Déjà, faut avoir envie d'aller te taper les 10 ans de justice que tu vas faire après. Mais en plus de ça, dans les contrats, l'annonceur, à part si c'est l'annonceur qui est un peu au début de sa croissance, il a un peu corde au cou, il a besoin d'avoir des affiliés pour se propulser au début, chose qui arrive quand même plutôt rarement, je trouve. Bah, là, peut-être que toi, tu as un moyen de pression en disant: «Eh ben, à vie, tu me payes, c'est marqué qu'il y a que moi qui puisse décider quand est-ce qu'on arrête le contrat». Enfin, je sais pas comment marquer ça, mais bref, pour avoir eu, là, un contrat avec, un partenaire, faut en fait, contrat, il sert à rien, quoi. C'est Non, eux je qui ont pense le que pouvoir. il faut le sentir, le partenaire. Après, c'est déjà jamais aller faire du rev share sur un nouvel arrivant d'un marché parce que c'est ultra casse-gueule. Mais moi, je suis persuadé aujourd'hui, si je devais me dire, ok, je vais faire un peu de rev share, j'irais sur des acteurs qui ont une notoriété et qui sont là depuis longtemps quand même. Il y a toujours une part de risque, mais Ouais, je j'allais prends, dire, moi, je ça a prends, été le cas, hein, et ça m'a ouais, pas mais je empêché prends un de me exemple. faire cac, hein. Prenons un exemple dans le domaine adulte, par exemple, il y a des grosses marques comme Brazzers, par exemple, qui sont là depuis plus de 10 ans et qui vont sûrement pas fermer demain. Et pour moi, ça, c'est un bon partenaire si tu veux créer du rev share, etc. Et l'arbitrage, il est toujours aussi, OK, qu'est-ce qu'il me propose à contrario en CPA? Parce que s'il vous propose justement des deals éclatés en CPA, ça sert à rien d'aller en CPA et peut-être aller en rev share. Maintenant, ouais, toute une question d'arbitrage et effectivement, Oui et puis, est-ce que c'est surtout pas un autre partenaire qui aura un meilleur CPA? Tu vois? Après, on bosse quand même avec, ceux qui nous rapportent le plus de sous, ouais. c'est la plupart du temps. C'est est-ce que, Brazzers, ils vont te proposer un rev share ou un CPA, rev share correct, CPA éclaté? Bon, bah, si toi, tu as envie de bosser au CPA, tu vas aller bosser avec un concurrent Ouais. et puis voilà. Qui lui, Et te donnera peut-être un CPA plus intéressant. je sais pas si, je sais pas si on peut en parler, non plus pour vous, mais les Wizards, ils ont un partenariat en rev share, à vie qui fonctionne bien, quand même. Tu parles de Linkuma? Ouais. 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 Bah, il y a Bah, en fait, Linkuma, il y a Lucid. encore une fois, il y a Lucid. Bah, moi, de toute façon, là, je vais bientôt, je vais vanish comme ça, hop, avec la caisse. Non, mais tu vois, typiquement, Linkuma, bah, c'est aujourd'hui, on a confiance, quoi. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a des rapports, tu vois, on essaie de construire une relation de confiance, notamment avec Mohamed, qui est l'un des cofondateurs, avec qui on discute régulièrement. En fait, ça fait partie, je pense, du job d'affilié d'avoir cette proximité. Le problème étant que dans beaucoup de partenariats, tu bosses avec des gens qui sont à l'autre bout de la terre, et on l'a bien connu parce que, notamment quand on était à Malte, on avait l'un de nos gros partenaires qui était aux États-Unis, qu'on a essayé d'aller rencontrer et tout, qui a toujours gardé un peu de distance, et du jour au lendemain, en fait, le mec a disparu complètement, alors qu'on a fait des millions d'euros avec lui, enfin des millions de dollars avec lui, quoi. Et ça, c'est une réalité du marché, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on accepte de bosser en rev share avec certains partenaires parce que ça rejoint cette question de confiance. Mais on sait jamais de quoi est fait demain. Demain, Linkuma fait faillite. Bon, bah Bien voilà, sûr. quoi. Enfin, tu vois, mais c'est important d'avoir cette relation de confiance, qui soit le plus long terme possible. Donc c'est vrai que tu as raison de le dire. On a même nous-mêmes encore des deals en rev share aujourd'hui, mais Et c'est et c'est assez un rare, quoi. et c'est un peu comme l'histoire des LTD sur AppSumo. Le LTD, ça veut pas dire que tu vas garder ton logiciel à vie, ça veut dire que tu vas le garder jusqu'à ce que le logiciel, vive, ou meure. Et donc c'est toujours pareil, le rev share, c'est jusqu'à la fin du programme rev share. C'est pas jusqu'à la fin de la vie du client, c'est jusqu'à la fin du programme rev share. Et c'est une petite notion qu'il faut prendre en compte. Effectivement, les contrats, ça sert à rien si ton partenaire, il est aux États-Unis. Tu vas pas t'amuser à aller te battre contre une multinationale, avec des avocats, enfin bon, voilà quoi, c'est Et tu vois, AppSumo, c'est un bon exemple parce que AppSumo, pour ceux qui connaissent pas, moi, c'est Clément qui m'a fait tomber dedans. C'est un peu addictif, mais c'est un site web qui regroupe des offres qu'on appelle LTD en lifetime deal. Donc,
par exemple, vous avez un SaaS qui va permettre de faire de la prospection sur LinkedIn, un SaaS qui va permettre de monitorer vos mots-clés dans les SERP, et vous allez payer peut-être 150 balles une fois pour avoir accès à ce SaaS à vie, et vous avez différentes offres et tout, mais c'est que des offres à vie. Mais la réalité, c'est que maintenant, ça fait plus d'un an que j'ai commencé. Toi, Clément, ça fait des années que tu es dessus et que tu en as acheté des deals Ouais, ça c'est sûr. AppSumo. Ouais. Et il y a en effet des trucs qui sont très chouettes. Je prends un exemple, mais moi, il y a un truc que j'utilise maintenant depuis un moment qui s'appelle Komodo Desk, qui est un équivalent de Loom, que j'ai payé en lifetime deal. J'ai dû payer ça 80 balles ou un truc comme ça. Et je m'en sers tous les jours en boucle et le produit évolue bien. Enfin, ça va dans le bon sens. Mais il y a aussi plein de trucs où je me dis, ah, ça peut être cool peut-être pour l'avenir. En fait, c'est une espèce d'investissement mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de trucs aussi qui me servent pas trop ou des trucs qui ont mal évolué. Enfin voilà, ça fait partie du truc, quoi. Et juste, tu l'as payé genre 80 balles, mais maintenant, c'est un abonnement peut-être qui coûte 10 euros par mois aux Je gens. sais pas, je vais pas regarder, mais oui, Je sais c'est pas. Mais par exemple, tu c'est ça. utilises Taja. Et Taja, je crois que nous, Ouais. on l'a pris pour une chaîne YouTube pour un autre projet. Et nous, on se tape l'abonnement, tu vois, alors que je sais que toi, tu l'as acheté one shot pour pas très cher. Et voilà. Et en fait, l'avantage AppSumo, c'est juste que c'est des projets qui se lancent, donc c'est un peu parfois c'est pas la qualité est pas top du produit tant qu'il n'a pas évolué, mais c'est vrai que assez souvent ça fait le taf. Je me rappelle qu'il y a un moment, il y avait eu un équivalent de Link Whisper, mais en beaucoup moins cher, Ouais. mais qui au final était un peu éclaté. Bon, bah, Ouais. mais il valait pas cher. L'avantage, par contre, c'est que tu peux te faire refund super facilement sur AppSumo. Le truc, il est Ouais, ouais. éclaté. Tu vois là c'est comme Steam, quoi. ma version de Komodo, donc le truc un peu à la Loom qui permet de filmer mon écran facilement. Je regarde là, ça coûte 35 $ par mois. Et moi, 80 balles, j'abuse. Ça se trouve, je l'ai acheté plus cher, mais Peut-être dans tu l'as acheté l'idée, 150, quoi. Mais c'est rarement Ouais, des prix voilà. très élevés, hein. Franchement, Ouais. sur AppSumo, j'ai rarement mis plus de 100 balles, je pense. Ouais. Donc voilà, ça peut être. Et puis un autre tool qu'on a pris tous les deux avec Anto. Je suis assez content. J'ai réussi à convertir Anto sur un truc. Anto, il se demande de quoi je vais parler. Rambox. Ah, Rambox, ouais, mais ça merde un peu. C'est vrai? T'es 100%. pas Ouais, super fan au final? si, ça marche bien pour centraliser, mais quand tu passes des appels avec Rambox, Ah non, ça il faut pas, ouais. c'est un peu merdique. Ouais. Mais sinon, ça marche très bien, ouais. Alors c'est quoi Rambox? Après, on va fermer cette parenthèse Bah, AppSumo, mais c'est pour centraliser toutes les messageries de discussion, mail, enfin, tu peux tout mettre. T'as énormément de choses dessus, dans ouais. une seule application. ouais. Comment ça s'appelle le truc qu'on utilise depuis la Moi, nuit des j'ai temps France. Voilà. Ouais. Et ben c'est un nouveau Friends qui marche tout aussi bien et qui m'a permis de pas prendre un abonnement, voilà, parce que moi ça me fait chier de prendre des abonnements de tous les côtés. Et donc par Surtout que exemple, c'était moi 5 $. j'ai mon Facebook Messenger, mon Skype, mon Telegram, mon WhatsApp, et j'ai aussi, ce qui est rigolo, c'est que depuis peu je commence à utiliser un outil qui s'appelle Dynalist ou Dynalist, je sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est intégré directement. Par exemple, mon agenda est dans le truc, mes emails Google, et il y a toute la suite Google. Donc, si je veux ouvrir C'est un un Google Doc, dashboard, je peux le quoi. faire. C'est un dashboard. Ouais. Donc, c'est cool. En vrai, ça fait partie des trucs où je suis content. Encore une fois, il y a plein d'achats sur AppSumo qui me servent jamais à rien. Mais il y a certains trucs comme ça où je me dis. Petit pas lien mal. dans la description vers AppSumo, si vous êtes intéressé. Ouais, on mettra ton lien d'affi, Clément. Merci. Mais ouais, en vrai, c'est pas Mais mal. tu sais qu'on l'a, la fille AppSumo, en plus. Hein. Non, mais Elle paye je très plaisante. mal. On Elle mettra paye le nôtre, bien très évidemment. mal. Mais ouais, Elle paye alors, très mal, typiquement, bah, ça dépend. Parce que là, si on vous dit, ouais, bah, ça, c'est trop bien, ça coûte 300 balles, et qu'il y a 60 personnes qui achètent le truc à 300 balles, l'avantage d'AppSumo, c'est que tu es payé. En fait, le premier achat du nouveau client que tu ramènes, tu es 100% reversé. Parce qu'ils Ouais. savent que derrière, leur système est addictif. Donc, si tu vends un truc à 10 balles, c'est de la merde. Si tu mets en avant un truc à 300 balles qui est vraiment bien, c'est un bon moyen de prendre un joli billet. Mais c'est sûr que c'est pas incroyable, quoi, cette manière de faire de la FI. Revenons-en à nos moutons, si vous êtes chaud. Alors, je pense qu'on en est déjà 1 heure de podcast. On va essayer d'avancer un peu sur les autres sujets, à part si Ouais. vous aviez d'autres questions concernant le SEO pour vas-y, Clément, vas-y. les gars. Alors, Clément, il faut savoir que toi, t'es multi-expertise, comme beaucoup d'entre nous. Tu es notamment très bon avec les réseaux sociaux et l'automatisation Twitter.
C'est vrai, dit-il. Ouais, ouais, T'es aussi, t'as été, je le disais en introduction, et je pense qu'on va commencer par ce sujet-là, l'un des précurseurs sur l'intelligence artificielle, et particulièrement, alors je m'explique, je rentre un peu dans le détail parce que précurseur sur l'intelligence artificielle, ça veut un peu tout et rien dire, mais sur la création d'images adultes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parmi tes thématiques principales, il y a des thématiques adultes, et tu as été parmi les premiers à générer des images adultes, donc grosso modo des gens à poil avec des outils de génération comme Stable Diffusion. Et tu t'es assez rapidement formé à l'IA. Déjà, la question un peu bateau, mais l'IA, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, Clément? la question. Ok, Michel Drucker. Euh, Non, Tu en peux la fait, faire courte, hein. ouais, non, T'inquiète. mais l'IA je trouve ça quand même hyper intéressant. L'IA, c'est le truc qui a un petit peu revitalisé le SEO, en tout cas euh, l'attrait pour le SEO pour pas mal de gens justement qui commençaient à perdre intérêt, et notamment tous ceux qui faisaient du black hat, etc. Parce que ça devenait un petit peu un truc trop white hat, on va dire. Et l'IA, ça a permis de se dire, OK, il y a tout un pan de génération de contenu qui peut exister, que ce soit textuel ou visuel. Et moi, ça m'a vraiment passionné. J'ai fait plus d'1 an de R&D où je bossais pas sur d'autres projets, sur Stable Diffusion, qui est un générateur d'images, voilà. Et dans le contenu adulte, mais alors, je pourrais pas dire que j'étais précurseur, mais par contre sur une thématique en particulier, je pense avoir été l'un des premiers. C'est la génération de la même personne sur plusieurs images dans Hmm. différentes postures. Pour les sites de dating, par exemple, ça pouvait être pas mal. Mais globalement, voilà, c'était se dire, OK, on crée 10 images de la même personne, du même mec, de la même femme, et c'est exactement la même tête. Et ça, à l'époque, tu pouvais pas encore le créer avec l'IA, et ça te donnait un espèce d'avantage compétitif si tu avais un business model derrière, pour pouvoir créer des profils dating. Ok. Est-ce que justement, pour la faire assez courte, mais ça a été compliqué pour toi de trouver un business model pour monétiser, donc c'était un peu en mode R&D passion, enfin passion. Enfin, t'as vraiment Ouais, kiffé ce passion, ouais. truc-là de R&D sur l'IA et tout. T'as jamais trop trouvé de business model pour monétiser malheureusement ces images-là. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui par rapport à tout ça? Non, pas de regret parce que c'est de l'expérience et qu'aujourd'hui enfin, j'estime que c'est de l'apprentissage, et cetera. La réalité, c'est que j'aurais dû me poser la question: qui a besoin de cet outil aujourd'hui? Qui a besoin de créer, 10 images d'une personne qui n'existe pas? La plupart du temps, c'est des gens qui sont dans des business un peu, shady, pour pas dire douteux, et le résultat, c'est que ces gens-là ne payent pas forcément pour leur contenu aujourd'hui. Donc, j'étais dans un marché qui était assez limité, et je sais qu'Arthur, toi, tu m'avais quand même poussé vers un autre marché qui était les girlfriend IA, etc., etc. Mais j'avais déjà, à ce moment-là, quand tu m'en as parlé, pris un petit peu de retard par rapport à la concurrence, et ça me donnait pas envie en fait de charbonner sur ce truc-là alors que je venais d'y passer 1 an pour des résultats assez maigres finalement. Hmm. J'allais en parler parce que je pense qu'au début, même quand on en parlait, ton business model, c'était de vendre des packs d'images à des mecs qui Mmh. font de l'adulte, quoi, en gros. Donc, en effet, bah, ça n'a pas ultra bien marché. Et aujourd'hui, quand je vois la quantité de tools, pas forcément que Girlfriend, hein, mais des équivalents de Ouais, ouais. Midjourney pour créer des meufs dans tout ce que tu veux et surtout dans tous les fétichismes qui existent. Et en fait, enfin, pour avoir regardé récemment, il y a des trucs, c'est ouf, quoi. C'est ouf parce qu'ils vont vraiment chercher des fétiches qui sont méga rares et du coup, les mecs fétichistes de ce truc-là trouvent peu de contenu, donc ils payent un abonnement pour créer leur propre contenu, qu'ils vont kiffer. Ouais, je pense qu'il y a le marché et la manne financière est énorme là-dessus justement parce que, comme tu le dis, hein, plus les fétichistes, plus le fétichisme d'un truc spécial est rare, plus les gens sont prêts à payer de l'argent. Je sais qu'il y a des fétichistes des ballons ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs, tu te dis: «Bah, ouais, il y a pas énormément d'acteurs sur le marché, à mon avis, des gens qui se prennent en photo à poil avec des ballons». Mais du coup, les gens sont prêts à payer pour avoir du contenu comme ça, et l'IA a fait une belle avancée. Hem Après moi, j'imagine que j'avais pas les compétences techniques ou en tout cas les ressources, et financières et
de network autour de moi pour pouvoir lancer des projets comme ça. Parce que la réalité, c'est que c'est pas enfin, moi, j'estime que je suis pas assez technique pour pouvoir lancer un SaaS autour de ce genre de projet, quoi. Ok. Et au-delà de cette partie justement concentrée sur les images, tu as aussi, à mon sens, tu as été l'un des premiers à vraiment te poser des questions sur la manière de construire un prompt correct, comment et très avancé, à un tel point qu'on a lancé ensemble une formation sur le prompt engineering pour parler de tout ça. Alors après, à voir si les gars, mais à la limite, on pourra mettre un lien d'affiliation pour les gens que ça peut brancher Ouais, bien sûr. dans la description. Mais pareil, ça, donc ça fait un peu partie du truc. Tu as d'abord fait du prompt engineering concernant les images, et après, tu en as eu besoin notamment pour de l'édition de site ou d'autres sujets, et tu as été assez loin là-dessus. Comment est-ce que tu t'es formé comment ça s'est passé pour toi là-dessus? Bah, c'est un peu comme la découverte du SEO. En fait, quand tu as un nouveau, domaine qui s'ouvre, où tu as pas énormément de ressources et que finalement il y a personne qui a vraiment fait ces traces là-dedans, c'est hyper excitant parce que tu avances dans l'inconnu total et que tu te dis: «Je vais peut-être», c'est un peu comme les chercheurs d'or, tu te dis: «Je vais creuser, je vais peut-être trouver la pépite, qui va pas me rendre riche, mais en tout cas qui va me faire ultra plaisir d'un point de vue, compétences techniques» et cetera. Et donc, bah, en autodidacte, tu fais des tests, tu fais de la R&D et enfin moi, je vis entre guillemets pour la R&D plus que pour l'argent. Ah, ça, c'est Et beau, ça. C'est comme ouais. moi. Non, mais c'est vrai, Mais enfin, est-ce que c'est pas ce qui fait un bon, j'allais dire Black Hat, mais ah bah, faut être curieux, faut tester. dans le make money, est-ce que c'est pas un peu la clé? Parce que quand tu vois qu'Anto, tu viens de dire, moi, c'est pareil pour moi, que vous avez un peu le Ouais, même profil, et que vous êtes tous les deux capables de faire de l'oseille, tu penses que non, Franck? mais non, mais faut remettre en. T'as aussi les mecs qui vont dire, moi je vis pour la R&D et qui font 2000 balles par mois. Remettons les choses Non, en on fait de la contexte. R&D sur des niches où il y a de l'argent. Voilà, On est parce que d'accord. du coup l'argent vous l'avez en fait. Et Ouais, enfin, si je peux me permettre, alors, par Non, exemple, mais vous pourriez concernant en avoir beaucoup plus, je suis d'accord, on peut toujours en avoir plus, mais disons que ça t'empêche pas de vivre et d'avoir un joli setup, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, non, mais la réalité, c'est que vrai. Quand tu es dans un Ah oui. confort financier, le seul truc qui te reste, c'est la R&D. Les revenus sont un petit peu Ouais, c'est secondaires. vrai qu'il y a de ça. Bah oui. Mais la réalité, c'est que, alors Anto, je sais pas à quel point, mais Clément, toi, tu es capable de passer des mois et des mois en full R&D sans nécessairement trop te soucier de la partie monétisation. Tu viens même de le dire avec l'IA, tu as passé 1 an sur tes créations d'images et sur tout le reste. Donc il y a quand même des phases comme ça qui sont, et je rejoins complètement Franck, c'est aussi le confort, etc. Et fait que la réalité, c'est qu'on a moins la dalle qu'à une certaine époque aussi, je pense. Enfin, en Ouais. tout cas, de manière périodique, quoi. Parce que... Oui, de manière périodique. Après, ça amène toujours vers une nouvelle opportunité de business, mine de rien. Parce Exactement. que en faisant tous ces prompts, toutes ces automatisations, enfin, c'est justement, j'en viens à l'automatisation. J'ai commencé à automatiser les prompts, et cetera, et cetera. Et c'est là que est venue une espèce de nouvelle passion pour l'automatisation de l'IA et des prompts, et cetera. Et du spam indexing et des automatisations en entreprise, et cetera. Donc, c'est jamais de la R&D perdue. Même si ça peut paraître beaucoup de temps et qu'à la fin, tu te dis, bah, ça m'a rapporté 0 à un moment T à la fin de cette R&D, c'est de Ouais, l'expérience c'est et des tu vas toujours t'en compétences que tu servir. réutiliseras tout Ouais. le temps. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu toute cette recherche autour de l'IA, de l'automatisation justement de tes trucs d'IA et tout ça qui fait qu'aujourd'hui, avec Johanny, vous lancez Séquence. En gros, c'est un peu la suite logique du truc. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et il y avait un gros débat, je me souviens, c'était bah, quand avec Arthur, on a lancé la formation. Qu'est-ce qu'un expert IA? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la génération de prompts ou c'est quelqu'un qui a développé lui-même ses propres modèles de machine learning? La réalité, c'est qu'un expert IA, ça n'existe pas. C'est juste de l'expérience que tu utilises pour à un fin spécifique qui est soit de la génération de contenu, soit de la génération, etc. Et tout le reste, c'est du bullshit, quoi, finalement. Mais ça, j'ai jamais compris ce débat autour Ah, de moi ce non truc, plus. genre expert SEO, expert IA, expert prompting, tu vois. Prenons le expert du prompt. Je vois tout le temps des gens qui boudent là, et qui sont en train de baver sur Twitter. Mais c'est pas possible d'être un expert du prompt parce que, en gros, le prompt engineering n'existe que depuis 2 ans. Mais pour moi, être expert, c'est juste que t'es au-dessus de la masse. En gros,
tu prends 100% de personnes, si toi, tu fais partie des 1% qui ont plus travaillé le sujet, même si le sujet, il a que 3 semaines et que à l'instant T, c'est toi qui es le plus connaisseur d'un sujet, bah, tu es expert du sujet. En tout cas, à ce moment précis, c'est toi l'expert du sujet. Donc même si le prompt engineering, ça existe depuis 1 mois, mais que ça fait 1 mois que tu en fais 10 heures par jour ou 12 heures par jour, et ben à la fin du mois, l'expert numéro 1, peut-être que c'est toi. Ce qui veut pas dire que dans 1 an, si tu as arrêté de bosser dessus, tu seras toujours, entre guillemets, un expert. D'ailleurs, il y a par exemple des experts SEO qui aujourd'hui, je pense, ne sont plus tant experts SEO. Ils ont gardé le titre parce que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la place, mais ils sont plus forcément très à 20 ans. jour. Ouais, ou 20 ans. Ils sont plus forcément très à jour, ou peut-être qu'ils le sont, je sais pas. Il y en a plein, je les connais pas et je vais pas La m'avancer. réalité, c'est que n'importe quel expert, en tout cas en SEO par exemple, arrête 1 an, il doit se Ouais. remettre à la page et Ouais, ça prend du temps. il a les grosses bases, et ben Il a les il bases, sera bien sûr. très très bon, mais il sera peut-être plus expert, Il et sera malgré plus on tout. top, quoi. Mais je Ouais. pense qu'il sera quand même au-dessus de la moyenne. Donc en fait, pour moi, il reste. Non, cette caméra de merde, elle chauffe pas. Ah, je Parce pense que je t'avais envoyé le settings, tu l'as jamais fait. Mais non, mais la vérité, si je veux mettre Bastien dans la sauce, c'est quand il me l'a réglé en 4K, elle chauffe maintenant. Ah, bah super. Surtout que 4K, je crois que là, ça recorde pas en 4K le Riverside. Ouais. C'est 1080, c'est 1080, ouais. Donc, Ouais. Donc l'intérêt est minime quand même. Ouais, je l'ai éteint 5 minutes. Voilà. Vas-y, Ouais. vas-y. Mais en tout cas, cette histoire de ce grand débat expert ou pas Ouais, expert, et bullshit. justement, expert IA, quand vous avez lancé la format, bah en fait, tu vois, moi je vous connais tous les deux, je sais que vous avez tous les deux fait que ça pendant une grosse période, genre vous avez bourriné l'IA. Bah, de mon point de vue, en tout cas aujourd'hui, moi, si je dois parler d'IA, je parle avec un de vous deux. Je vais pas aller chercher un random que je sais pas qui c'est. Bah, en tout cas, je sais que vous êtes expert. Après, je sais que c'est pas vous qui avez développé des algorithmes d'IA et des LLM et des trucs comme ça. Mais en fait, pour les tools à l'instant T qui existent, genre, je sais pas moi, du prompting, de Flux, je sais plus ce que tu utilises, Stable Diffusion ou des trucs comme ça. Bon, bah, je vais pas aller chercher quelqu'un d'autre en fait, de mon point de vue, l'expert, c'est vous, et c'est pas, quelqu'un qui est un grand expert général de l'IA. Enfin, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça, C'est complètement toujours con comme pareil. raisonnement. Mais je pense que le Je pense problème que vient ça de. rage surtout, Oui, c'est ça. C'est tous les docteurs en machine learning pour eux, sont les vrais experts IA, qui ont vu des gens arriver experts IA parce qu'ils savaient prompter et ils se sont dit non, c'est pas légitime. Mais encore une fois, c'est un débat bullshit. C'est qu'est-ce que tu as à vendre, qu'est-ce que tu vends, est-ce que tu le fais bien et basta, quoi. Mais en fait, c'est le problème aussi, c'est parce que souvent les experts IA comme vous avaient un truc à vendre, alors que les doctorants Ouais, aussi, LLM, ouais. je sais pas quoi, bah, ils mangent des pâtes à la fin du mois, ils vivent en coloc à 45 ans dans un studio à Paris, tu vois. Donc, Ouais. bah, c'est vrai. C'est vrai, pour en D'accord. connaître des doctorants, c'est franchement, les doctorants, à part quand ils partent dans le privé, mais quand ils restent dans le public, bah, ils ont pas des vies enviables du tout, hein. Mm. C'est cool. Ils sont très bons dans leur domaine et en effet, c'est peut-être les vrais experts, mais v'là les vies qu'ils ont, hein. Moi, ça m'attriste, hein. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ok, alors sur l'automatisation, parce qu'on a quand même fait le switch, maintenant qu'on a parlé Ouais. d'IA, tu l'as dit dans un premier temps, aujourd'hui tu as cofondé une agence d'automatisation avec Joanny Thévenin, qu'on a déjà reçu dans ce podcast, qui est aussi un pote lyonnais en l'occurrence. Vous avez aujourd'hui, vous bossez principalement en B2B, si je dis pas de bêtises. 100%, Donc, ouais. vous automatisez des process d'entreprise. Vous avez d'ailleurs de jolies références. Moi, j'ai déjà la première question, c'est t'as moyen de nous donner une petite liste de vos objectifs avec Joanny, avec cette agence. Vous avez défini un peu enfin, c'est quoi l'objectif pour vous, tu vois, avec Séquence, quoi. Tu Bah, le en mets dans la fait, sauce parce que tu sais qu'ils ont brainstormé dessus il y a une semaine après en avoir beaucoup parlé. Non, non, non. En fait, on est une agence d'automatisation, mais on s'appuie surtout sur des outils no-code. Et on pourra peut-être en parler, mais Joanny est expert Make et moi plutôt N8N. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces outils permettent d'aller beaucoup plus vite dans les automatisations qu'on faisait hier en PHP.
Et donc, nous, on s'est dit, il y a sûrement un business à développer parce que maintenant qu'on peut coder ultra vite des solutions d'automatisation, on va aller les vendre aux entreprises parce qu'il y a beaucoup de besoins à droite à gauche qui sont même pas encore très bien définis au sein des entreprises. Et donc, l'objectif, c'est de devenir un des acteurs majeurs, on va dire, de l'automatisation en France, si ce n'est le plus gros acteur de l'automatisation en France, à travers voilà, des automatisations sur mesure pour les grandes boîtes. Effectivement, on a brainstormé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on se rend compte que le B2B, c'est bien, mais le B2 grandes entreprises, c'est encore mieux parce qu'il y a des vrais besoins, il y a des vrais ROI à aller chercher, on va dire, dans ces automatisations. Et à la fois le no-code à travers N8N et le prompting, ça permet de faire des choses qui sont absolument magnifiques, quoi. Est-ce que tu sais quoi? On mettra le lien en description de Séquence, comme ça vous pourrez aller voir. Et si vous avez des très gros besoins d'automatisation et surtout un beau budget, je sais plus quel était votre budget minimum, mais Bah, on est passé à 10 000 maintenant de budget minimum voilà. pour un client. Donc, vous avez un gros budget et vous avez besoin d'automatiser, vous avez des tâches automatisables, vous regardez en description et comme ça, vous pouvez aller voir le site de Séquence. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, sur la partie francophone, ça va être compliqué de trouver mieux en termes de qualité. Enfin, nous, on peut qu'approuver ce que font Joanie et Clément et leur taf. On sait que c'est extrêmement solide. Et alors, pareil, vous avez aujourd'hui, on parle beaucoup sur le Wizards Podcast de stratégie de communication, notamment de Build in Public. Qu'en est-il? Alors, est-ce que je sais, non mais sans déconner, parce que je charrie beaucoup Clément avec ça, donc c'est un peu la private joke du truc. Mais plus sérieusement, vous avez la volonté de faire ça. Est-ce que tu penses que ça va être quand même gérable de gérer un build-in public avec Séquence, ou est-ce que finalement c'est pas vraiment une priorité et ça fait, c'est un peu un side project à l'intérieur de Séquence, en mode on verra si on peut le faire, si on doit le faire, si on veut le faire, mais c'est pas une priorité du tout. La réalité, c'est que on sait que ça peut être une source à la fois de notoriété, mais en plus d'apport de clients dans le B2B qui peut être énorme. Et donc, on a envie de le faire bien. Alors, même si je sais que, Arthur, toi, tu es partisan du commencer, peu importe la manière, etc. Mais le but, c'est de mettre le pied à l'étrier et de le faire le plus rapidement possible. Vous aurez le temps de vous améliorer après. C'est vrai que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de rusher sur, entre guillemets, la prod et l'acquisition de clients. Ce qui sont finalement les deux principaux business dans une entreprise. Et on peut considérer ça comme un side project, même si on a tous les deux très envie de le faire. C'est juste qu'effectivement, dans les calendriers, c'est très difficile à trouver. Et on a ce biais de vouloir se dire on veut le faire bien, même si c'est un peu con de penser comme ça. Et la réalité, c'est que chaque jour qu'on prend de retard sur du building public, c'est un jour d'authenticité, entre guillemets, un peu en moins de notre histoire, parce qu'on sera moins proche de notre début vraiment de la société. Mais je peux promettre que ça va sortir et qu'on le fera incessamment sous peu. Une promesse. Est-ce qu'on peut avoir une date par rapport à la promesse? N'en demande pas trop. On est quoi, le 14 octobre, ça sortira avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Ok. Et autre brique importante pour toi de l'automatisation qui rejoint Séquence et du coup votre agence avec Joanie, c'est N8N. Aujourd'hui, vous avez vous avez en général dans le monde deux logiciels qui vraiment sont leaders là-dessus. Allez, peut-être 3 si on rajoute comment il s'appelle, Zapier, merci. Vous avez Make, qui est sans doute le plus accessible, le plus facile le plus facile à prendre en main, même pour un débutant, etc. C'est notamment l'expertise de Joanie. Et vous avez un SaaS, un logiciel très similaire qui s'appelle N8N, mais qui pour le coup est un petit peu plus technique. Ça demande un peu plus de technicité. C'est un peu moins accessible pour le commun des mortels, mais ça reste du no-code. Je sais plus comment tu appelles ça, Clément. Récemment, je t'ai entendu en parler. Low code, peut-être, ouais. Ouais, low code, exactement. Aujourd'hui, c'est ton expertise principale en automatisation. C'est sur ce système-là, sur cet outil-là, que vous basez beaucoup de vos automatisations chez Séquence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'N8N et le même principe que les questions précédentes, tes premiers pas avec l'outil, tu vois, comment tu as découvert N8N et à quel point ça a changé les choses pour toi? Juste un point.
juste un point parce que Arthur, tu dis c'est un SaaS, je savais pas. N8N, du coup, ils sont SaaS ou logiciel? T'as le choix entre les deux? Ouais. Ouais, Ok. Enfin, c'est c'est. un peu, c'est un peu plus, enfin, c'est pas du Vas-y, tout vas-y. plus complexe que ça. C'est juste que tu as le choix entre héberger chez N8N, chez la boîte N8N. C'est un Ah peu ouais, comme ou WordPress en fait. auto-hébergé. C'est ça. C'est Ah, soit tu ok. télécharges le WordPress que tu installes sur son serveur, soit tu l'héberges chez WordPress.com, D'accord. qui est une société commerciale, etc., et qui va te Hmm. l'héberger pour toi, avec des Ok. limites un peu à la Make. Et du coup, N8N, alors je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai installé la première fois, mais c'est vrai que ça m'a changé la vie dans le sens où moi, ce que je trouve génial, c'est que je codais beaucoup des petits scripts en PHP, des petits trucs, voilà, ou alors j'allais faire appel à des développeurs sur Upwork. Et la réalité, c'est que la plupart des fonctions qui étaient assez simples à mettre en place, bah, aujourd'hui, on peut les faire sur N8N d'une façon la plus facile possible en connectant des briques un peu comme des Lego. Et ça permet d'avoir une automatisation qui va être pérenne dans le temps et qui n'aura pas de dette technique. Alors, je vais sortir un peu l'argumentaire qu'on sort au client, mais en général, tu codes 2 fois plus vite. Du coup, ça te coûte 2 fois moins cher et ça dure 2 fois plus longtemps parce que justement, si tu mets à jour N8N, tu n'as pas tous ces problèmes de dépendance que tu as dans le code traditionnel qui pourrait sauter, mettre à jour PHP et compagnie. Tu mets à jour N8N, tout se met à jour et puis ton bloc de Lego, il tourne tout seul, quoi. J'ai jamais utilisé une 8N, mais c'est comme Make, tu as le système d'API? Ouais, Enfin, c'est, ouais, ouais. OK, C'est d'accord. tu as soit les blocs, toi, tu as les blocs qui sont déjà dans la librairie, qui a déjà plein de logiciels, donc les Google Ads, OK, Google Sheet et compagnie, qui sont déjà connectés. Ou alors, si tu veux aller taper une API qui est pas dans leur librairie, tu as le bloc, ce qu'on appelle OK. HTTP, qui permet de faire une requête, externe et c'est très, très puissant parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de choses que tu ne peux pas faire, si ce n'est le scrapping de site et le clic de site. Donc c'est là un peu la grosse limite, face à un Zenoposter, un RoboMotion ou d'autres tools, c'est que tu ne peux pas aller simuler l'interaction d'un utilisateur sur un site. Tu peux aller chercher l'information, Mais mais tu peux pas faire plus. tu peux quand même utiliser des API qui le font, par contre. Tu peux utiliser des API qui le font, effectivement, et tu peux, si tu veux aller plus loin, le connecter à un Puppeteer, je sais pas comment on le dit en français, Ouais, je Puppeteer. crois que c'est pas trop mal dit. Ouais. Ouais, et là, effectivement, tu peux aller simuler, mais c'est pas le besoin numéro un des utilisateurs de N8N, qui sont Ouais. vraiment dans des automatisations simples et pérennes parce que, Hmm. on le dit, hein, du scrapping, c'est énormément de maintenance parce que dès que, l'apparence du site web change, potentiellement ton automatisation, elle saute, quoi. Et moi, j'ai une petite question pour vous deux, d'ailleurs, les gars. Est-ce que Anto, si toi, aujourd'hui, tu avais encore on le sait, toi, tu es très, très à l'aise avec l'outil qui s'appelle Zenoposter, qui est un outil un peu plus vieux, qui permet de faire de l'automatisation, qui permet notamment de faire du scrapping. Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'as dit dans de nombreux podcasts récemment, tu es concentré sur autre chose, tu es concentré plus sur le media buy, etc. Mais à la base, tu es quand même aussi un bel expert en automatisation. Est-ce que tu penses que si tu devais remettre le nez dans l'automatisation aujourd'hui, tu te familiariserais avec N8N ou pas nécessairement finalement parce que tu as déjà le nécessaire avec Ça Zeno? dépend pourquoi l'utiliser, mais je pense que N8N est mieux parce que les briques sont déjà faites. Donc tu perds beaucoup moins de temps, quoi. Plus simple, ouais. Mmh. T'en penses quoi, toi, Clément, de ça? Tu penses que Si j'étais Anthony, ouais, j'essaierais de mettre les pattes dans N8N parce qu'il y a sûrement énormément de choses qu'on peut mettre en place très rapidement. En fait, j'ai eu beaucoup de blocages, moi, sur des projets parce que je trouvais que techniquement, c'était trop chiant à mettre en place. Et aujourd'hui, grâce à N8N, en général, tu peux trouver une solution qui va être mise en place en 1 heure ou en 2 heures. Et même avec l'IA, aujourd'hui, j'ai mes propres agents GPT qui permettent de faire le code Attends, de j'ai une N8N question. directement. Hmm. Donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que N8N, il peut te sortir une réponse en JSON? Oui. Est-ce que N8N peut devenir une API? Ouais, je l'utilise en API, OK, moi, sur pas mal de OK. sites, ouais. Ok, Et aujourd'hui, intéressant. du coup, juste parce que j'ai entendu, il y a un expert en France qui s'appelle Jérémy de Santos, qui est aussi très bon et qui l'a très bien dit lors d'une conférence récemment, c'est que pour faire du back-end, donc le back-end, en gros, c'est tout ce qui est machinerie d'un site, ce qu'on voit pas devant, c'est parfait, notamment pour les API, etc. Et aujourd'hui, Hmm. tu peux gérer une base de données, un site en API, justement grâce à N8N. Et l'utilisateur final ne verra pas que c'est codé en PHP ou je Hmm. sais pas quoi, ça sera juste du N8N et il se rendra pas compte, quoi. Il y a d'ailleurs beaucoup de SaaS codés en N8N. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est intéressant. Quelles sont pour toi, du coup, les limites d'N8N? Parce que si tu le dis, il y en a peut-être finalement. Le scrapping, Ouais. forcément. Et puis, il y a un truc un peu chiant, c'est que si tu l'auto-héberges, tu te retrouves sur un plan où tu peux pas faire de partage entre utilisateurs, ce qui peut devenir assez chiant. On rentre sur des détails techniques, mais globalement, tu as pas la liberté totale sur l'outil, dans le Mm. sens où tu peux pas déléguer, par exemple, à un prestataire certaines tâches, etc., partager les workflows, partager les identifiants, parce qu'ils vont te faire payer la licence. Et donc, on est toujours enfermé un petit peu à ce niveau-là, sur la version open source, où tu as encore des limites, on va dire, si tu veux aller très très haut. Ok. Et est-ce que tu aurais une automatisation? Est-ce que tu pourrais nous faire un peu rêver avec une automatisation qui a changé la donne pour toi et que tu utilises aujourd'hui régulièrement sur N8N? Sur En perso, du N8N, coup. ouais. Bah, alors la plus récente, c'est l'automatisation. Alors, c'est ultra simple, hein, mais c'est l'automatisation que j'ai mis en place sur Telegram, que je sortirai peut-être bientôt en vidéo sur ma chaîne YouTube, en description. Euh, le plug. Mais globalement, c'est tu t'envoies un audio à ton bot Telegram et ça va te remplir ton calendrier automatiquement avec les tâches que tu lui as dit. Tu lui dis salut, bah demain en fait, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'achète mes billets pour Malte, il faudrait que j'envoie un document à mon comptable et puis mardi prochain, il faudrait que j'aille à la soirée de tel ou tel. Et en gros, ça va te découper toutes les tâches et tu appuies sur le petit bouton valider dans ton bot Telegram et ça va directement les rajouter dans ton calendrier. Et ça, mine de rien, en fin de journée, quand tu veux faire ta to-do list pour le lendemain ou pour la semaine, bah, tu as juste à lui envoyer un message, lui parler comme tu veux, comme si c'était ton pote, et ça va te remplir ton calendrier automatiquement, quoi. Ce qui est plutôt pas mal parce que, en général, moi, j'ai la flemme de remplir mon calendrier pour le lendemain, le soir. J'ai juste envie de rentrer chez moi, sauf que là, je fais juste un audio et ça le remplit, quoi. Ok. Je sais pas si Petite ça fait rêver beaucoup secrétaire. les gens Non, en termes franchement, c'est cool. d'organisation, Franchement, mais c'est moi, assez propre, hein. ouais, ça m'a changé la Carrément, ouais, vie. c'est cool. Au top. Euh, Est-ce que vous aviez des trucs à rajouter là-dessus, Franck et Anto, sur cette partie automatisation, des questions pour Clément ou Non. Moi, je suis pas éclaté en forcément? automatisation, donc pas spécialement. Ok. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs parmi ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions pour Clément, à les poser dans les commentaires sur YouTube. Ça nous permettra, ça lui permettra de vous répondre. Je sais que ça te posera pas de problème d'aller répondre à quelques Pas de souci. commentaires, Clément. Et profitez-en d'ailleurs, si c'est pas encore fait, pour vous abonner à la chaîne YouTube des Wizards et mettre un petit like pour ceux qui nous écoutent sur YouTube et les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Je me permets de le rajouter ici. Moi, j'ai un dernier point que j'aimerais bien aborder avec toi. Et pareil, quand tu vas entendre le point, tu vas te dire putain, c'est vraiment un traquenard. Mais Fiscalité. non, du tout. C'est Ok. la partie, le focus dans le business. Parce que Ah, c'est un point super important. Et j'ai la sensation, on en a parlé, on a même fait un épisode récemment avec les Wizards sur ce sujet spécifique. Et j'ai un peu la sensation, tu me dis si je me plante, que tu es en train aussi de prendre conscience à quel point c'est important. Enfin, il y a un truc qui se passe en ce moment chez toi, tu es en train de resserrer le boulon et d'essayer justement de moins partir dans tous les sens, parce que tu as aussi ce syndrome qu'on a de l'objet brillant où tu es capable de lancer des trucs, alors qu'en fait, la réalité, c'est que tu as des focus importants au sein de ton business, de tes business, mais que tu es capable de lancer un truc qui a un peu rien à voir. Du coup, j'ai quelques questions pour toi à ce sujet. C'est déjà comment tu arrives à jongler avec tes différents projets en restant focus? alors, bah, la réponse, elle est simple, c'est que tu restes pas focus. Quand tu jongles entre différents projets, et je m'en rends de plus en plus compte, et on a souvent ces discussions en off, hein, que ce soit avec toi, Arthur, ou Anto, Franck, Nico, Johanny. La réalité, c'est que de jongler d'un projet à l'autre, c'est pas seulement tu passes 1 heure sur un projet et tu passes sur 1 heure sur un projet. Il y a quand même ce laps de temps entre les deux où finalement ton cerveau, il doit s'adapter à ton nouveau projet, et il y a vraiment du temps perdu, et je m'en rends vraiment compte, que le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de se caler des plages horaires 100%, donc même des jours complets de 100% sur un business, pour être sûr d'être focus à fond et de pouvoir être le plus productif possible. Et cette question de productivité, effectivement, je commence à me poser la question parce qu'on commence à, je dirais pas manquer de temps chez Séquence, mais on commence à avoir de plus en plus de business. Et donc, ça représente quand même une grosse part de mon calendrier, et je peux pas me permettre
de travailler pour Séquence le matin, à 14h de me dire je vais faire un petit peu mon SaaS, mes sites ou quoi que ce soit, et puis de repartir à 16h sur Séquence parce qu'il y a énormément de perte de temps et d'énergie dans mon cerveau à ce moment-là. Et donc effectivement, dernièrement, j'ai pris la décision de me focus. Alors je me suis mis 80% sur Séquence pour garder quand même un petit peu de temps pour que ce soit les R&D ou mes business qui tournent à côté. Mais c'est hyper important et j'en ai vu quasiment instantanément les bénéfices. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus dans le moment présent dans ton entreprise. Tu parles aux clients, tu les convaincs beaucoup plus parce que justement, tu es dans ce projet-là tout de suite. Et mine de rien, même si c'est pas ce qui est le plus plaisant, il faut quand même se l'admettre. Moi, ça me fait chier de bosser à 100% sur un projet parce que tu as tout le temps envie d'aller voir un petit peu les trucs à côté, avoir ce petit shot de dopamine d'un truc nouveau. Mais la réalité, c'est que pour être le plus productif et tirer le plus, entre guillemets, d'argent de ton business, tu es obligé d'être focus dessus. Donc c'est un petit peu le travail des prochains mois qui vont arriver enfin vous verrez quand je serai à 100% focus, le building public il sortira forcément. Et est-ce que au final, c'est pas aussi alors je m'avance, hein, mais est-ce que le potentiel final de gain et on pourrait même parler d'une potentielle revente, en gros, de création de richesse grâce à un projet comme Séquence, au final, il est quand même supérieur à ce que tu pourrais avoir, sur d'autres petits projets que tu fais survivre? On peut parler de ton SaaS, tu veux en parler de ton SaaS Ouais, ouais, pas de souci, ouais. d'emailing là? De Ouais, ton ouais. SaaS de vérification d'email. Au final, pour le temps que tu as passé dessus et la possibilité de devenir un acteur majeur sur le sujet, franchement, compliqué quand tu vois les concurrents qu'il y a. En gros, ton potentiel de gain était plutôt faible, je pense, comparé à un Séquence où tu pars sur un marché qui est plutôt, récent, qui a une demande archi croissante et surtout où il y a de l'argent à dépenser parce que automatisation, même si ça plaît pas à beaucoup de gens, mais ça veut souvent dire remplacer des humains et quand tu vois la charge salariale en France d'un humain et ben, plugger un N8N avec 3 API pour, faire le même travail, ça te coûte souvent moins cher. Donc quand tu réfléchis comme ça, certes, ton ticket d'entrée, il est à 10 000 minimum, mais je sais que vous avez des contrats à 20, 30, 40, plus quoi. Mais bon, 40 000 € pour une automatisation qui va durer, comparé, c'est un employé et si ça remplace 3 personnes, bah, en fait, c'est énorme. Bah, je sais que là, ça va peut-être énerver beaucoup de gens parce que voilà, mais bon, nous, Parce que on est tu là remplaces des gens. bah, ouais, mais bon, nous, on est là pour faire du biz et surtout la plupart du temps, en plus de ça, 3 personnes, ça veut dire des contraintes, des problématiques, des trucs qui vont avancer moins vite. Les automatisations que tu mets en place, bah, elles font pas d'erreurs, ou elles vont faire beaucoup moins d'erreurs. Elles seront carrées, elles seront, là le matin quand tu arrives et là le soir quand tu repars, quoi. Ouais, alors remplacer des jobs, c'est pas l'argumentaire qu'on utilise Bon, bah, forcément dans le j'imagine, B2B. j'imagine, mais Non, non, on mais est parce que d'accord que c'est vrai. non, parce que tu as 2 façons de le voir. C'est soit tu te dis: «Bah, je vais me séparer de salariés parce que je vais remplacer par l'automatisation», soit tu dis: «Bah, Ah, je finalement, veux mes scale. salariés, je vais scale parce qu'ils vont passer Ouais. beaucoup moins de temps sur les tâches, un petit peu chiantes finalement de leur quotidien». Normalement, ils sont censés plus s'épanouir parce qu'ils vont travailler sur des trucs qui sont un peu plus, demandeurs de cerveau humain et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des clients, ils veulent plus, croître grâce à l'automatisation plutôt que réduire leurs coûts finalement. Donc Mmh. la question de effectivement réduire l'humain, je pense que pour les solopreneurs, pour, tous les gens qui ont des, entre guillemets, «petits business», ça peut être un vrai argumentaire. Mais effectivement, comme j'ai dit, nous, comme on se dirige vers les grandes entreprises maintenant, on est plus sur des questions de, augmenter l'humain, grâce à l'automatisation, quoi. OK. Et juste parce que juste pour que vous compreniez pourquoi, ce raisonnement que j'ai, en tout cas moi, j'ai rencontré la sœur d'un pote qui bosse dans un très gros, cabinet de conseil, pour le gouvernement. Vous savez, les noms qu'on n'aime pas trop, bon bref. Voilà, elle bosse pour ce cabinet de conseil et elle, propose justement pour, les comment on appelle ça? Bon, en gros, là où il y a des fonctionnaires, quoi, les ministères et tout ça, de mettre en place, des choses, donc pas forcément des automatisations, mais parfois c'est juste des Excel avec un truc plug, qui va, accélérer les choses et donc elle fait du conseil pour ça et en fait, il y a plein de fois où elle se pointe dans des endroits et par exemple, tu as une personne,
dont le métier, c'est tous les jours par fax. On est en 2024, hein. Ils reçoivent encore par fax des équivalents de feuilles Excel. Et eux, à la main, les gens, leur métier, c'est de reprendre ces feuilles et de taper à la main dans un Excel qui est, je crois, après, le Excel était repris par une autre personne d'un autre service qui le En retapait dans fax. son Excel. Non, t'imagines, là, ça Non, serait mais trop. c'est. Non, mais qui, Ouais, mais qui ouais, le ouais, ça, retapait c'est dans son Excel. tellement de Et trucs donc, comme ça aujourd'hui. elle se pointait dans ces endroits en disant, bah C'est voilà. public ou privé ces trucs-là, Franck? Ah non, c'est des fonctionnaires. Donc Ouais. tout Oh là là, mais est quel public, hein. enfer, putain. Et d'où et en fait, les personnes étaient outrées quand elle arrivait parce qu'en gros, de toute façon, c'est un fonctionnaire, ils peuvent pas être virés. Mais les gens étaient outrés du fait qu'on leur dise que leur métier, qui était à 80% le fait de recopier d'une feuille fax à un Excel, en gros, ils disaient: «Ouais, vous êtes en train de supprimer notre travail, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout?» mais c'est pas une vie de faire ça. Enfin, je comprends pas. Quel est, en quoi tu es heureux de remplir un Excel depuis un papier fax qui, en plus de ça, il faisait des erreurs et tout. Évidemment, c'est tapé à la main, donc tu as des erreurs qui allaient avec, erreurs qui étaient ensuite recopiées dans un autre service, enfin, des trucs complètement à la con. Et en fait, ils étaient outrés. C'est pour ça que quand je te dis que ça va remplacer des humains et tout, je parle d'un sujet que j'ai déjà évoqué et que je connais un petit peu, et je comprends que tu puisses pas l'amener comme ça en B2B, parce qu'elle-même, elle était confrontée à ça, parce que eux, ils l'amenaient déjà en mode le but, c'est pas de vous remplacer, c'est juste que vous allez faire un truc qui est peut-être plus sympa, au lieu de passer du temps à remplir des cases toute la journée, bah, peut-être que vous allez pouvoir faire un truc qui est entre guillemets «utile», quoi. Et rien que ça, les gens, ils étaient déjà pas contents. Donc, Ouais. Après, tu vois, il faut quand même mettre une grosse séparation entre une entreprise privée qui est là pour faire et du le public, bien bénéfice sûr. et le public qui en a absolument rien à foutre de la rentabilité dans la plupart des cas. Donc Malheureusement, effectivement, je peux d'ailleurs. comprendre que dans le public, Ah bah il y, oui. y ait ce genre de problème et je pense pas que le secteur public soit nos futurs clients de toute façon parce qu'il n'y a pas... Enfin, tu vas leur présenter un ROI, ils vont te dire, bah, on s'en fout, nous, hein, c'est l'argent public. Ouais, C'est c'est sûr. vraiment honteux. Mm. Et du coup, votre argumentaire, c'est quoi alors quand vous arrivez dans une boîte privée, je sais pas, une assurance ou je sais pas si vous Ben, en bossez avec fait, on des essaye assurances? d'identifier déjà un besoin pour aller les voir en fonction de ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, même si aujourd'hui on a plus de leads entrants que de cold mailing ou de trucs comme ça qu'on fait pas encore. Mais le but, c'est de leur dire, vous avez soit le choix de passer par une agence de développement et de passer du temps, de l'argent et d'avoir une dette technique qui va être construite au fur et à mesure du temps. Si vous passez par nous, bah, nous, on vous livre dans 3 mois. C'est pas trop cher par rapport à une agence de développement. Et en plus, l'automatisation vous appartient. Et puis les Lego, c'est quand même sympa, mine de rien. Donc, leur montrer un truc qui tourne et, enfin, tu vois, les petits schémas, mine de rien, ça a toujours son petit effet auprès des clients en se disant, bah ouais, c'est bien, ça travaille pour moi. Et ils ont une vraie vision de ce que c'est que l'automatisation versus des lignes de code qui vont pas forcément comprendre et qui vont se dire: «Bon, OK, vous êtes des geeks, c'est bien, combien ça me coûte, quoi?» Mais là, finalement, il y a un côté un peu ludique aussi, mine de rien, qui peut plaire aussi aux adultes. Et donc c'est un des principaux arguments, c'est de se dire: «C'est simple, c'est ludique, c'est pas cher et en plus ça tient dans le temps». En plus d'être quelque chose qui peut potentiellement, leur apporter de la croissance ou réduire les coûts en interne. Et c'est quoi un peu les points bloquants? Genre, qu'est-ce qui fait qu'ils disent genre, tu arrives à leur montrer tout ça, c'est ludique, ils voient qu'il y a le schéma qui est enfin le flux qui se fait de A à Z, ça a automatisé un truc. Qu'est-ce qui leur fait dire, «Bah, ouais, mais en fait, non, ça nous intéresse pas»? Parce que sur le papier, beaucoup de choses peuvent être automatisées. Si c'est pas trop cher et que tu as une grosse boîte, bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Alors, il y a 2 énormes points bloquants. Le premier que je vais balayer assez rapidement, c'est le RGPD, c'est toute la confidentialité des données Ah ouais. clients. Oui, mais j'ai pas envie que, nos data et cetera et c'est pour ça qu'aujourd'hui on installe N8N directement sur leur serveur. On leur dit: «Bah, voilà, vous travaillez dans un endroit clos, c'est à vous le serveur, vous le payez, 10 balles, 15 balles tous les mois. Mais au moins vous êtes, maître finalement de votre donnée, il y a plus de question de RGPD». Et bien évidemment, le deuxième point négatif, entre guillemets, ou en tout cas le point bloquant, c'est le prix. C'est le prix parce Mmh. qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui viennent avec des petits besoins. Je sais pas, oui, bah, en fait, moi, j'aime pas cliquer là le matin pour aller chercher mes stats. Combien ça va vous coûter?
Et effectivement, à une période, on proposait des automatisations entre guillemets bas prix, où on leur disait, bah, ça c'est 3500 balles entre la gestion de projet, le temps de prod, etc., les tests, etc. Et pour eux, ils n'y voyaient pas forcément de ROI, parce que c'est les clients qui venaient pas forcément avec quelque chose qui avait de la valeur à remplacer. Ou en tout cas, le temps de la personne, si tu veux remplacer un stagiaire que tu payes pas, par de l'automatisation, forcément, ça va coûter plus cher que le stagiaire que tu payes pas. Donc, il y a des choses qui sont pas forcément logiques à automatiser. Donc, notre but, c'est à nous finalement de leur montrer ce qu'on peut faire, d'évangéliser finalement ces automatisations en disant, bah voilà, c'est sur les secteurs sur lesquels vous devez travailler, que ce soit de la génération de contenu, de la classification automatique, des choses qui vous prennent du temps et de la ressource aujourd'hui qui pourraient être dédiées à quelque chose de plus stratégique, en tout cas chez vous. Et à partir du moment où on arrive à mettre le pied dans la porte, de se dire, OK, il y a vraiment des trucs qu'on peut faire chez vous, en général, voilà, on a un taux de signature qui est quand même assez haut, hein, pour être tout à fait honnête. Ok. Eh ben, ça marche. Intéressant. Est-ce qu'on a fait le tour de cet épisode, les gars? Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Hein. On pourrait encore parler comme ça avec Clément pendant des heures, mais on sera peut-être amené à le faire dans un autre épisode un peu plus tard, si celui-ci vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est le cas. Et puis, merci encore, Clément, pour ta venue sur le podcast. Merci à vous. Et petite suggestion, faire un jour peut-être un podcast avec plus de personnes et on parle de fiscalité en France. Parce que je pense que... Oh non. Oh, moi, je pars pas dans un bourbier comme ça. Hein. Tu nous mets Nico, Johanny, Franck, Arthur, Anto. Oh, laisse tomber. Tu nous mets dans un ring et on fait ça en se mettant des mandales. Mais ça peut être intéressant parce que mine de rien, les entrepreneurs aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions de s'expatrier, etc. à cause de la fiscalité et de potentiellement tout ce qu'on dit sur Internet. C'est pas qu'une question de fiscalité. Après, tu peux trianguler maintenant, c'est bien. Ouais, bon, ok. Parce qu'au final, la triangulation, ça fait pas un rond, tu sais, genre tu triangules, après tu reviens au départ, hop. Bref, si on fait ça, on fait des... Tu sais, faudrait splitter ça sur un écran et tu mets les pas contents, genre tu nous mets Anto, moi, je sais pas qui on peut rajouter, mais il y en a plusieurs, et après en face, la réalité, qui aimait bien l'effet de levier et tout, bah si, regarde, Clément et tout, avec vos effets de levier, là, vous êtes à chaque fois en train de nous parler de ça. Ça. To the moon. Allez. Merci à tous pour l'écoute et à la prochaine. Merci Clément pour la sauce. Ciao. Merci, ciao. Ciao.